Alors, nous sommes réunis ce soir pour Christophe, pour évoquer la question du régionalisme en architecture, qui est une question qui a fait couler énormément d'encre et causé qui a été à l'origine d'énormément de positions doctrinales, dont Daniel Le Coëdic nous retracera la genèse. Donc, Daniel, peut-être laissez-vous présenter en quelques mots. Je me présente. Oui, tu es. Donc, Daniel Le Coëdic, je suis architecte et docteur d'État en histoire contemporaine. Et je travaille depuis fort longtemps maintenant sur les théories, les doctrines. J'étais professeur à l'Université de Bretagne occidentale où j'ai dirigé pendant 30 ans l'Institut de géoarchitecture. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Donc Daniel prendra la parole dans la foulée de la petite présentation que je vais faire. Je m'appelle Jean-Louis Violot, je suis enseignant ici à l'école d'architecture. Et puis Christophe Guillouette prendra ensuite la parole autour du travail notamment de son père. Je lui laisse se présenter. Oui, je suis architecte. Je sais pas, j'ai pas un CV tellement important à décliner. Voilà, j'ai participé donc avec Daniel et Jean-Louis à ce livre que je présenterai tout à l'heure. Enfin, voilà. Oui, c'est un travail qui nous a réunis il y a désormais 5 ans, avant le premier confinement. Et qui se prolonge ici par notre soirée. Et dans cette soirée, j'avais eu l'idée aussi d'inviter nos collègues architectes qui bâtissent en Bretagne et ailleurs, mais aussi en Bretagne, à évoquer ce que signifie pour eux cette notion aujourd'hui. Donc Julien, je te laisse dire 2 mots sur d'où tu viens et comment tu t'appelles. Julien Perrault, donc je suis enseignant, je suis maître de conférence ici à l'école. En projet. Et puis, je suis cofondateur avec 3 associés d'une agence qui s'appelle Raoum à Nantes. Et nous sortons de studio et nous nous faisions la remarque avec Hervé, qui va se présenter en 2 mots, pour nous dire que les sujets proprement architecturaux et liés à la discipline architecturale, je dirais, ont parfois du mal à exister dans les écoles d'architecture. Mais c'est un vaste débat qui nous emmènera assez loin dans la soirée. Mais le cycle dans lequel nous nous inscrivons est un reflet de cela. C'est-à-dire que agriculture et architecture, est, je pense, plus mobilisateur pour les imaginaires contemporains des générations qui arrivent que la question du régionalisme critique. Mais on va en débattre toute la soirée. Et Hervé, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, Hervé Potard, architecte, maître de conférence à l'ENS à Nantes et fondateur de l'agence Guinet-Potin à Nantes. Et diplômé de Rennes. Et oui, et qui a vécu sous les auspices du régionalisme critique toute sa scolarité durant. Nous en parlions hier soir. Et Maëlle, je te laisse te Bonsoir, présenter. Maëlle Tessier, je suis également architecte, je suis associée à Tact Architecte, Mathieu est ici également. Je suis professeur dans cette école d'archi. Et je suis par ailleurs chercheur également dans un labo à Paris qui s'appelle le GERFO Architecture et Philosophie. Voilà. Merci. Donc, je vais faire un petit propos introductif, sachant que moi, je ne suis pas architecte, mais que je m'imagine mal vivre dans un autre univers que celui des architectes. Je suis sociologue, mais il n'empêche que je vis chez eux depuis 30 ans. En fait, j'ai vieilli chez eux, perdu mes cheveux, comme me le faisait remarquer Daniel tout à l'heure. Chez eux. La question du régionalisme, j'avais choisi cette image un peu décalée, on va dire, de Jean Nouvel sur le toit de son musée national du Qatar à Doha, livré juste avant le confinement en 2019, qu'il avait fait visiter donc en grande pompe. Parce qu'on peut s'interroger sur cette question du régionalisme. Au fond, le projet de Jean Nouvel était-il régionaliste ? Mais je n'ai pas de réponse, évidemment. Ce que je sais, il représentait une rose des sables. C'était une architecture parlante, c'est évident. C'était une architecture ancrée dans son territoire, puisqu'il s'agissait d'un musée qui n'avait pas de collection.
et que l'édifice en lui-même était un morceau de bravoure architectural, et que l'architecte était même chargé, à l'image de ce qu'il avait montré pour le Quai Branly, pour le musée des Arts Premiers, à inventer lui-même les collections d'un petit État, le Qatar, extrêmement riche, qui n'existe que depuis un gros demi-siècle sur la carte internationale, mais dont on sait l'importance et l'influence qu'il a aujourd'hui, non seulement à travers le PSG, mais aussi à travers les négociations avec le Hamas. C'est devenu un maillon central de notre vie quotidienne, et pourtant le Qatar n'existait pas il y a un demi-siècle. C'est ça qui est surprenant à Doha, c'est quand vous voyez la capitale Doha en 1980, la tête de la capitale, et il y a un seul hôtel international, et il y a des tentes, il n'y a rien. Et un demi-siècle plus tard. Donc, est-ce que le régionalisme peut s'ancrer dans un territoire comme celui de Doha? Donc, c'est une architecture parlante. Quant à dire que c'est une architecture régionaliste, c'est une autre dimension qu'on va évoquer, mais c'est aussi une copie d'autres types d'architectures qui se sont développées de la même manière formellement. C'est une architecture très, très luxueuse. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est ancrée dans un territoire? Parce qu'au fond, cette idée de parler, si vous voulez, le livre sur Bernard Guillouette n'est pas une excuse, mais c'est un peu un trope pour parler de l'ancrage de l'architecture dans le territoire qui l'accueille, puisque le cycle dans lequel nous nous inscrivons a à voir avec cet ancrage territorial. Et la conférence inaugurale de Sébastien Marot parlait de ce rapport au territoire tout du long. Mais ça s'appelle agriculture et architecture. Et je m'étais dit, bien, quand même, on va parler d'architecture, d'autant plus librement que je ne suis pas architecte. Et la question du régionalisme me semble une bonne manière d'entamer le débat autour de ce rapport au territoire. Donc le rapport du musée de Nouvelles, il a un rapport avec une ville qui, encore une fois, n'existait pas il y a un demi-siècle, alors qui exhibe pourtant des signes d'architecture, je dirais, culturellement marqués. Par exemple, à gauche, c'est le musée d'art islamique de Yomin Pei. Mais par ailleurs, c'est une mini skyline, je dirais, un petit Manhattan en réduit, et en même temps d'une ampleur déjà considérable, avec la nuit des cailloux qui sont cassés sur toutes les marinas qui sont en train d'être gagnées sur la mer, et une dépense incroyable d'énergie dans le paysage, avec des autoroutes 2 fois 6 voies en centre-ville, même plus, 2 fois 10 voies, celles qui arrivent dans le centre-ville. Et j'avais jamais roulé aussi vite de ma vie en voiture. C'est-à-dire que j'ai regardé le compteur à un moment donné, et le type était à 200, et le paysage était tellement désertique que j'ai eu peur, mais a posteriori. Donc c'est un pays qui est dans la dépense, et qui n'a rien à voir avec l'économie d'un territoire. Et puis c'est un architecte qui exhibe les signes qui sont liés. Alors la cocotte, la marmite pour le couscous, c'est le rapprochement est de ma fabrique, mais on voit très bien que c'est un architecte qui est en train de chercher quelque chose qui exprime une forme d'ancrage à l'heure d'une mondialisation effrénée dont il participe au premier chef, au premier rang. Et ça nous amène à une sorte de stade Dubaï du capitalisme qui exhibe lui-même des signes culturels d'appartenance locale dans un lieu extrêmement délocalisé. Ça me rappelle un peu, Hervé, le Triskel sur la façade que tu m'avais envoyé. Il avait pris, puisque nous échangeons beaucoup par SMS, il avait pris une photo d'un pavillon néo-breton avec un Triskel stylisé en blanc. Bon, est-ce qu'il suffit de jouer de l'accordéon diatonique pour être un Brézou? Bon, c'est l'éternelle question. Et à Dubaï, je dirais qu'on ne se pose même pas la question. Alors, Daniel y reviendra, je vais être rapide. Le régionalisme peut-il exister sans sa critique? C'est une question. Elle a été posée par Frampton et par Tsonis et Lefebvre. Comment être à la fois moderne et revenir aux sources? C'est un mouvement contradictoire. Et dans l'esprit de Frampton, comment prolonger le grand récit de la modernité, tout en faisant abstraction de son côté rationalisant, unificateur, si on se place d'un côté négatif, et on pourrait dire universel si on se place sur le versant positif. Eh bien, en la revoyant et en la corrigeant à l'aune du rapport à la lumière, du rapport au climat, du rapport à la pente, à la topographie d'un site donné, et puis du rapport aux matériaux et aux modes de construire locaux. Bon. Est-ce que c'est l'île de Ré versus Royan? Mais en même temps, il y a un côté très obscur
dans le régionalisme, et là je laisserai Daniel évoquer sans doute la question, ces auspices, il est né sous de mauvais auspices, ce courant architectural. Et Michel Ragon s'en est moqué en parlant de lui comme le miracle de Lourdes. C'est-à-dire que le régionalisme critique, c'est un peu la chimère après laquelle on courut tant et tant d'architectes, et que Ragon disait ne jamais avoir vu vraiment arriver. Les auspices de sa naissance, on les connaît, notamment c'est ce moment-là qui est un peu son point culminant et qui est aussi le point culminant de la montée des totalitarismes en Europe. Donc c'est un courant qui, après la guerre, s'est retrouvé absolument marginalisé, puisqu'il a été entièrement débordé par un style qui disait bien son nom, puisqu'il s'est dit international, n'est-ce pas? Rem Koolhaas, à 70 ans, passé en 2014, a montré comment ce style international avait équarri les différences et unifié la planète déjà, avec son savoir-faire et les collages qu'il a pu diffuser à cette occasion. C'était une critique en règle. Et aujourd'hui, on voit très bien à l'œuvre ce mouvement d'aplanissement des signes d'appartenance et d'ancrage territorial. Et en même temps, il y a une vieille histoire dans le monde des architectes de ce courant, qui a ses lettres de noblesse. L'usage des matériaux spécifiques, le rapport au site, le rapport aux éléments, à la lumière. C'est une variation d'inspiration qui correspond à un ancrage territorial et qui a été lui-même par la suite démultiplié et diffusé. Combien de nos centres de vacances, bâtis dans les années 1970, s'expriment comme des premières réactions au caractère totalisant, globalisant du style international et ont souhaité retrouver des typologies et des ancrages locaux. Et puis, l'influence aussi de certaines scènes. Alors, il y a eu la scène californienne, hein. Claude Parent le disait, les grands thèmes californiens du toit plat, des poutres débordantes, de la pierre mystiquement appareillée, de la noblesse domestique du bois, nous ont tous imprégnés au sortir de l'après-guerre comme une alternative au style international. La scène brésilienne aussi, mais l'américaine et la californienne, c'est sûr. Le meilleur exemple, le plus connu étant évidemment Royan. Et là, on est totalement dans le rapport au site, et en même temps, pas dans le réemploi de formes du passé, traditionnelles, disons. Et puis, Le Corbusier lui-même a eu beaucoup d'ambiguïté, mais où n'en a-t-il pas eu, je dirais, Le Corbusier, sur son rapport à l'architecture des pays méditerranéens, puisque toute une partie de sa doctrine repose sur une architecture qu'on pourrait dire régionaliste, enfin, ancrée dans un territoire avec des modes d'implantation très spécifiques. Ensuite, ça a été des scènes. Alors celle du Tessin a été très connue et réexplorée par Kenneth Frampton, qui a aussi créé, mais comme tout critique, je dirais, a créé ses propres créatures en les revisitant. Bon, c'est juste pour réviser, on va vite. Luigi Snozi, Monte Carasso, le travail sur les formes héritées, le rapport à la rue. Et puis, dans son sillage, Mario Botta, le Portugal, l'exemple célèbre dans lequel on s'est presque tous baignés, ou on se baignera tous un jour. Le rapport à la pierre, et puis d'autres sur cette même scène. C'est aussi à destination des étudiants, hein. Mais certains, j'ai reconnu certains visages qui ont déjà eu droit. L'Espagne, tout ça, ce sont des scènes qui se sont accolées. Et puis même hors d'Europe, hein, en Inde, tous ces gens-là ont été reconnus comme les héros à UTS d'une seconde histoire de la modernité, qui, elle, aurait trouvé à s'ancrer. Et puis d'autres pistes très contemporaines. Après tout, on peut regarder Herzog et de Meuron avec ces lunettes-là, par exemple. Tout comme on peut regarder quelqu'un comme Gilles Perrodin aujourd'hui avec ces lunettes-là.
Tout comme on peut regarder Bernard Quirault qui est venu intervenir et qui est venu ici l'an passé intervenir de la même manière. Et la Bretagne. Alors la Bretagne, il y a même, je ne sais pas si tu en parleras, de ce texte de Le Corbusier, qui est à la fois une reconnaissance, et c'est un mouvement paradoxal, parce que c'est une vraie reconnaissance des qualités de l'architecture régionaliste. Les architectures durables représentent l'esprit d'un cycle, elles ont institué un modèle, un système qui atteint au type. Ce type, pendant le longtemps, s'offre à la perfection. Ce type est un standard, il implique le plan, la coupe et les objets. Bon, je vous renvoie à ce texte que vous pourrez trouver sans problème de Le Corbusier. Il met une photo. Cette maison de Bretagne a mis des siècles pour en arriver là, et pendant des siècles n'a plus bougé. C'est un type, la pierre est sortie du sol. Le chaume fut cueilli sur les champs. Et à la fin de son texte, il dit « Le standard est une œuvre de perfection, le chemin de fer a relié la campagne à la grande ville, sous-entendu ceci tuera cela », comme disait Victor Hugo. Le chemin de fer a tué l'architecture régionaliste. Le perfectionnement vient de la grande ville. L'ère de la grande ville rend libre, pensait-on encore à l'époque. Le standard s'établit aujourd'hui dans la grande ville. Et l'architecture régionaliste, quelle que soit la perfection de son adaptation aux conditions qui l'ont vu naître, est vouée à dépérir. Bon, c'est la flèche du temps, de la modernité, qui va forcément de l'avant et sur laquelle on est revenu depuis maintenant plus d'un demi-siècle. La Bretagne, Christophe en parlera, le travail de Bernard Guillouette est assez exemplaire à cet égard, et il est aussi très influencé par les Américains, par Wright, par la maison organisée autour du foyer, le paysage, l'extérieur qui rentre dans l'intérieur de la maison. Et puis toute cette série de réponses à ce type originel qui était la maison familiale. Et là, donc, Julien, peut-être souhaites-tu dire 2 mots sur ton travail. J'ai quelques images que tu connais déjà, et nous en avons déjà parlé. C'est un peu le ressucé du cours qu'on a fait. Oui, absolument. Tu réemploies, mon cher Jean. Ah, mais d'une pierre deux coups, toujours. Donc, voilà. Et je peux revenir après dessus, tu me dis. Non, peut-être succinctement. Enfin, je pense que la question de la relation de l'universel au local, etc., nous mobilise particulièrement en tant qu'architecte et en tant qu'enseignant sur les outils qu'on peut trouver de conception. Voilà, et les discussions qu'on peut avoir avec nos étudiants et les discussions qu'on peut avoir, nous, à l'agence qu'on construit, c'est d'objectiver un peu la manière de construire et de générer des formes dans lesquelles on va habiter, quoi. Et donc, il y a un peu 3 grandes familles qui nous intéressent par rapport à ça. Il y en a une première qui est peut-être assez évidente et sur laquelle s'appuyait d'ailleurs beaucoup Tsonis Lefebvre, peut-être plus que Frampton, qui était celle du climat, des ressources, de la topographie. Qui était encore assez moderne. Et la deuxième et peut-être des technologies constructives typiques, mais qui sont très très en lien avec les premières. Et puis la dernière serait celle qui est peut-être la plus clivante, qui serait celle de la question culturelle, de la question symbolique. Et pour le coup, Tsonis et Lefebvre, ils l'ont pas trop abordé cette question-là. Elle a été plutôt apportée par Frampton quand il parle d'anecdotes culturelles qui permettrait de sortir d'une universalité. On va s'endormir, là, Jean-Louis. C'est trop, là. Fin de journée, là. C'est la soirée diapo. C'est un peu soirée diapo, ouais. Et donc voilà. Et donc nous, on a un peu plus de mal avec cette question de l'appui peut-être plus symbolique. Et donc là, les différentes images. Mais là, l'appui sur la basilique, il est évident. Ben oui, mais sauf qu'en fait, les petits toits, ils étaient déjà là. Et donc, on a repris, on s'est appuyé sur une structure existante qu'on est venu empaqueter. On a gardé la plupart des toitures en ardoise. On est venu prolonger les toitures en ardoise. Il y a Raphaël Vaillant qui travaille plus avec nous, mais qui à l'époque qui est là, qui est assis ici, qui a travaillé sur ce projet-là. Et donc, même si ça fait appel, en tout cas, à des relations qui peuvent être de l'ordre de la symbolique, elle nous intéresse moins juste dans l'acte de créer, quoi. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse plus, c'est sur quoi est-ce qu'on s'appuie en termes de construction, de dispositifs, de matériaux, d'existants.
Et donc là, cette piscine-là, les 2 tiers de la piscine est une piscine existante, quoi. Et c'est ce qui faisait d'ailleurs que on a pu travailler sur ce projet-là, c'est parce qu'il n'y avait pas grand monde qui était intéressé. Il n'y a pas grand monde qui a répondu sur le concours parce qu'elle était pas très heureuse. La piscine, c'était une maison un peu à une plus grosse échelle comme ça, qui avait été overscalée, on va dire, en plus dans un site patrimonial, donc qui était complexe. Et on s'est appuyé là-dessus. Voilà. Alors après, évidemment, ça renvoie du coup à une symbolique architecturale qui est celle qu'on connaît, que ce soit au travers du toit, au travers de l'usage des matériaux. Mais ça nous a intéressés, c'est-à-dire que on a eu un vrai travail avec le couvreur sur comment traiter le fêtage et lignolet, etc. Enfin voilà, la question nous de la mise en œuvre nous intéresse particulièrement. Et après, on s'appuie tous sur des choses différentes, mais en tout cas, là-dessus, nous intéressait. Et donc, second collègue a passé son petit oral. Petit oral. Hervé Potin. Merci pour l'enchaînement. Alors, effectivement, j'ai vu les diapos rapidement tout à l'heure. Il y a 3 projets. Celui-là qui est à Riec-sur-Belon, celui-là qui est le deuxième qui est à Tréverrien au nord de Rennes et le 3e qui est en Vendée. Et alors c'est vrai que c'est encore une autre histoire. Alors c'est pas la Bretagne, c'est un autre régionalisme, mais en même temps qui est assumé pour le coup. Je relisais, alors justement on a échangé avec Jean-Louis, j'ai révisé Frampton qui parle de régionalisme critique comme une sorte d'échange ou un en même temps entre modernité contemporaine et identité culturelle. Et c'est vrai que pour le coup les projets qu'on a pu développer là en Bretagne ou dans le Grand Ouest nous animent un peu de cette façon-là, notamment là sur ce premier projet, c'est à Riec-sur-Belon, c'est un ancien presbytère, on est justement derrière l'église, alors une fois de plus, mais pour le coup le presbytère a une toute autre qualité que l'ancienne piscine, je pense au projet de Julien, hein. Là il y a une belle qualité, il est assez abîmé, on veut le conserver et on positionne en fait une salle des fêtes qui a un gros volume qui fait 9 mètres de haut, en douceur, un peu à l'arrière de la parcelle, derrière un grand mur. Et on essaye de s'attacher à des signes locaux qui sont la toiture en 2 pentes en ardoise. Et on le dessine un peu comme une sorte de grand hangar un peu chic, en ossature bois et avec un bardage en contreplaqué. Et avec aussi le souhait de retrouver des signes un peu... oui, un peu breton. Moi, par exemple, j'aime pas les gouttières. Et je me suis rendu compte que dans l'architecture vernaculaire bretonne, notamment, il y a très peu de gouttières. Et c'est des choses qui sont venues après. Et voilà, souvent, on fait des toits qui sont comme ça, lisses, et sans gouttières. Alors, ça pose toujours question. Les maîtres d'ouvrage se moquent un peu de nous, mais puis, bon, ça marche plus ou moins. Sur ce projet-là, on est au nord de Rennes. Alors, de la même façon, c'est une ancienne école Jules Ferry qui est réhabilitée. Il y a une extension à côté qui est peut-être un peu moins d'obédience régionaliste. Il n'y a pas les 2 toits, etc. Mais il y a un mur en terre crue à l'intérieur. C'est de la bauge qui est très présente localement au nord de Rennes, qu'on voit sur la petite diapo en bas à droite. Là. Donc, effectivement, on essaie de rattacher des éléments du contexte systématiquement dans les projets de façon à s'en approcher, puis de les réinterpréter de façon contemporaine. Et le manifeste du Chaume qu'on voit plus partout. flagrant ici, voilà, ouais, sur ce projet qui est à la fois, voilà, encore une fois, un en même temps, mais parce qu'on a, en relisant aussi Frampton, il y a une citation de Ricoeur au début du chapitre sur le journalisme critique qui parle de ce en même temps, donc et qui t'a bien fait rire, puisque Ricoeur l'avait dit avant son élève. C'est ça. Mais il ne faut jamais se fier au en même temps, c'est ce que je t'ai répondu. Il y a toujours un petit côté faux cul dans le en même temps. Et donc ce projet, il est issu de découvertes à la fois des bourrines vendéennes qui sont très présentes donc, en Vendée, évidemment, avec ces toits de chaume et très trapus comme ça et assez plates, et d'un voyage qu'on a pu faire en Éthiopie avec Anne-Flore au début des années 2000, où on a redécouvert une forme de vernaculaire en Afrique qu'on a réimporté quelque part ici. Donc voilà, il y a une sorte d'hybridation entre les projets qui fabriquent Je ne savais pas que la Vendée avait fait un détour par l'Afrique. Ah oui. Ouais.
Et Maëlle, ce jeu de toit qui vous a fait connaître à Mauve, Ouais. Alors, tu peux me juste passer les projets que tu as choisis pour nous? pas de Que je surprise. sache. Que je sache, très bien. Voilà. Et le troisième? Ben, c'est Il n'y en a que de deux. là. D'accord, très bien. Tu as choisi les toits, le projet de toit. Peut-être. Bon, moi, je n'ai pas relu Frampton récemment, en tout cas. Peut-être ce que je peux dire, ce qui m'est venu quand ça fait ta proposition, c'est voilà, une citation qui finalement nous porte assez fortement. En tout cas, c'est celle d'Édouard Glissant qui dit « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». Et du coup, ça fait tout à fait le lien avec ce que tu viens de dire sur votre voyage en Éthiopie, de comment ça peut rejaillir, enfin nos imaginaires divers, multiples, ils peuvent aussi rejaillir localement. Alors, les deux projets que tu as choisis, en effet, c'est une même famille de projets. Après, nous, ce qu'on aime à dire à l'agence, c'est qu'on n'est pas du tout dogmatique, ni dans la forme, et je pense qu'on se rejoint pas mal, enfin, nous trois, en tout cas, nos trois structures. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le premier des choses, c'est la question des contextes, la question des lieux, mais je pense qu'on s'autorise de mêler ça à d'autres imaginaires. Donc ça me paraît hyper important à souligner. L'autre chose qui me venait, alors qui n'est pas intrinsèquement lié, mais quand même, c'est si on dit agis en ton lieu, c'est agis en ton lieu avec ta connaissance du territoire. Et ta connaissance du territoire, c'est aussi le monde artisanal. Et ça aussi, je pense que c'est des choses qui peuvent nous relier les uns les autres. C'est que, et on le voit, enfin, il y avait donc la semaine dernière, en effet, les soulèvements de la terre qui étaient là, sur comment, à un moment donné, l'industrie, je ne sais pas si c'est la modernité, mais comment l'industrie a complètement participé aussi d'une forme de dévastation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des procédés industriels aujourd'hui, hein, bien sûr, c'est plus hybride que ça. Mais que, en tout cas, notre travail à nous, il est notamment sur les chantiers, pas que, mais ça fait partie d'eux. Et donc, sur les chantiers, ça veut dire qu'on travaille avec les savoir-faire artisans et des fois les non-savoir-faire artisans aussi. Voilà, donc ça, c'est une part. Et si j'allais vite en besogne, et j'y reviens toujours un peu comme un serpent de mer, il y avait une assistance plus fournie. Alors, peut-être les soulèvements de la Terre sont plus charismatiques, mais je pense qu'il y a eu, tu parlais de l'industrie, qui a été la première phase qui a décrédibilisé un peu l'apport de l'architecte, en coupant ce lien avec les artisans. Et puis j'y verrai un deuxième aussi lien, et c'est pour ça que j'avais choisi cette image pour commencer de Jean Nouvel. C'est les architectes des fin des années 90 et toutes les années 2000 qui ont aussi décrédibilisé le rapport de l'architecte à un ancrage territorial, une sorte de désinvolture à l'échelle du globe terrestre. Et donc, en tout cas, juste pour commenter très brièvement ces deux projets, il y en a un qui est à Mauves-sur-Loire, qui est sur une petite parcelle de 560 mètres carrés, et il y a 6 logements. Et l'autre que vous voyez, il est à Bougnay. C'est en effet une même famille de projets. Là, on est sur une parcelle de 2500 mètres carrés et on a 23 logements. C'est-à-dire des vraies densités. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur plus de 90 logements à l'hectare. C'est-à-dire que c'est vraiment des densités de centre-bourg qui ne sont pas anodines. Et en effet, ce qui nous intéresse, un mot qu'on emploie beaucoup, c'est la question du tissage, de la couture. Et dans une époque où on sait qu'il ne faut plus construire sur des terres arables, etc., et qu'il faut qu'on cesse absolument, eh ben, il y a un avenir pour les architectes et qui est fort passionnant, c'est travailler à partir de ces recoutures de tissus de centre-bourg. Deux projets que vous avez là, ce sont deux projets de logement. C'est extrêmement dur le logement. Enfin, je pense que ceux qui pratiquent aujourd'hui savent à combien c'est dur d'accéder à de la qualité dans le logement. Et pourtant, on habite tous quelque part. Et ce quelque part, il doit être le plus désirable possible. Et ce qu'on a essayé de faire et à Mauves, donc en 2016, et à Bougnay, qui a été livré plus de 4 ans plus tard, ça a été de dire à un moment donné, on fait avec l'existant. Donc dans les deux projets, il y a déjà des bâtiments qui sont sur place. Pour Bougnay, qui est là. C'était une ancienne école. Alors, pas le premier bâtiment, mais le bâtiment que vous voyez en arrière-plan, c'est une ancienne école. Et le préalable, c'est heureusement que la mairie a préempté avec cette intuition de dire qu'il faut arrêter de démolir. Et pour autant, on a été en concours contre deux autres équipes et pour plein de raisons, en tout cas, les deux autres équipes ont décidé de démolir parce qu'en effet, ça coûte plus cher, hein, c'est vrai, hein, ça coûte aujourd'hui encore plus cher de rénover. Et nous, notre maître d'ouvrage nous a suivis dans l'idée d'un travail de couture et ça fabrique un nouveau petit quartier et on descend de Bougnay, on a 15 mètres de dénivelé, c'est un projet extrêmement assez complexe. Donc ça demande aussi un surengagement. Mais en même temps, voilà. Et donc forcément, enfin, je ne sais pas si c'est forcément, mais la question du vernaculaire ou de la réinterprétation contemporaine, voilà, on travaille avec des matériaux qui ne sont pas que des matériaux anciens, qui sont beaucoup aussi de matériaux, même s'il y a de la brique de terre cuite, c'est de la brique de terre cuite industrialisée. Hein. On travaille aussi avec des moyens, somme toute très, très, très peu coûteux, enfin le moins coûteux possible. Mais il est vrai que pour arriver peut-être dans un tissu qui est déjà constitué, complexe, etc., ça nous paraissait très important de réinterpréter les formes, en fait, de toiture. Et la toiture, elle a cela de fascinant.
Et de fondamental, c'est qu'on a un espace sous rampant. C'est pas non plus là, mais c'est-à-dire qu'on peut, voilà, ça nous permet d'avoir des grandes hauteurs sous plafond dans les séjours. Ça permet plein de choses en fait. Et ça, la modernité, elle l'a un peu arasé aussi. Et de varier les typologies. Mais on fait aussi des bâtiments à toiture plate. Voilà, c'est là où je disais qu'il n'y a pas de dogmatisme non plus. Ça dépend d'où on intervient. Et juste pour terminer, la question, c'est les maires sont de plus en plus demandeurs. Les maires, notamment des communes, évidemment, qui ne sont pas dans la métropole, sont extrêmement demandeurs. Et il y a pour les architectes, c'est extrêmement réjouissant quand même, parce qu'il y a besoin de savoir-faire, de dire, comme à terme, on peut espérer quand même qu'il n'y ait plus le droit de construire en périphérie, du coup, un changement de braquet, on est en train de regarder les centres-bourgs et de se dire comment on fait avec ce qu'on a, en fait. Et ça, c'est assez récent, hein. Ça fait 4-5 ans que, de plus en plus, ça devient de vrais sujets, en fait, à venir. Et voilà. Bien, je vais passer la parole à Daniel Lecouédic, qui va nous retracer, justement, l'histoire. Oui, j'y vais. Je passe le logiciel et je passe le diaporama et j'y vais. Ah, mais Hervé y est allé. Et donc, Daniel va nous dire si la Bretagne, c'est un territoire ou une idée. Non, mais... À toi. Bretagne est univers, comme tu le sais. Vous pouvez peut-être aller au premier rang, non, plutôt que d'attraper un torticolis. Bien, effectivement, Jean-Louis m'a demandé de faire de l'alphabétisation. En venant parler du régionalisme. Parler du régionalisme dans une école d'architecture, il n'y a pas si longtemps, ça aurait été tout à fait baroque et même interdit, car le mot l'était. Lorsque j'étais étudiant en architecture, ça aurait été un crime impardonnable que d'évoquer ce mot et le concept qu'il pouvait recouvrir. On en était resté au jugement qu'avait prononcé, son nom a été prononcé tout à l'heure, qu'avait prononcé donc Michel Ragon, qui fut mon professeur, dans le livre de l'architecture moderne, qui est un ouvrage qu'il a publié en 1958 et qui a été le premier livre en France prétendant faire une sorte de bilan de ce qu'avait été ce moment héroïque de l'architecture dite moderne à l'époque. Et là, en quelques lignes, il réglait son compte au régionalisme. Il disait « L'architecture régionaliste a pour cause l'ignorance, le manque de culture, le repli sur soi. Les réactions régionalistes contre l'architecture moderne sont souvent d'ailleurs le résultat d'un racisme borné. » Bon. La cause semblait entendue, et elle le fut effectivement, mais depuis 3 décennies, eh bien, les choses ont changé. D'une part, la déroute du dogme moderniste eh bien, a ouvert des portes, évidemment, et puis il y a eu aussi le secours apporté par l'histoire des idées et l'histoire de l'architecture, qui était restée très repliée sur elle-même juste là, et progressivement, donc, eh bien, le jugement sommaire de Ragon a été remisé, et petit à petit, on a redécouvert une histoire qui montrait que le régionalisme avait été un mouvement extrêmement puissant en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, et qu'il avait apporté quelques-unes des réalisations les plus intéressantes, effectivement, de cette période, ce qui, évidemment, ne pouvait pas l'absoudre de ces fourvoiements qui ont été nombreux. On en évoquera quelques-uns, mais très sommairement, ce n'était pas le but de cette intervention. Et puis, sous diverses formes, il est réapparu, mais sans oser encore dire son nom. Par exemple, Hansi Bellings parle d'Unmodern Architecture. Maurice Culot, très longtemps, a parlé d'alter architecture pour englober le régionalisme parce que le mot était encore très rébarbatif. Donc on peut dire qu'il est réapparu vraiment de façon franche, ouverte et sans crainte. En 1994, je donne la date, sous la plume d'Yves Lion. Vous connaissez tous Yves Lion comme architecte et aussi comme Grand Prix de l'urbanisme qu'il a obtenu en 2007, qui disait, et ça paraissait très étonnant, mais on pouvait le dire, « Je m'intéresse de plus en plus au régionalisme. Je cherche des éléments adaptés au climat et à une culture locale. Cette attention au caractère régional nécessite un peu de modestie, de sincérité et de morale, mots que mes étudiants semblent aujourd'hui heureux d'entendre. » Bon, donc on va au pas de course refaire véritablement cette histoire du régionalisme et montrer qu'il a effectivement des racines extrêmement anciennes et qu'il a aussi mobilisé autour de lui, selon les époques et selon les lieux, des idées extrêmement différentes. Alors, si on en croit Jean Favier, que vous ne connaissez pas et on peut vous pardonner, c'est un architecte et chroniqueur à la construction moderne dans l'entre-deux-guerres, eh bien, il dit « Le flambeau du régional a été allumé en 1886 dans l'atelier de Julien Godet
à l'école des beaux-arts par une phalange d'élèves, dont Gustav Umdonstock. Alors Gustav Umdonstock a effectivement été professeur chef d'atelier à l'école des beaux-arts, professeur à l'école polytechnique, et a publié des ouvrages qui ont été très lus à l'époque. Et il a effectivement été un ardent défenseur du régionalisme. Mais il est tout à fait vain de chercher les origines du régionalisme. Je vais vous citer par exemple Serlio, qui en 1547, dans son traité, dans le livre 5, dit « Un architecte ne doit pas dédaigner de consulter ceux qui sont nés et ont vécu dans le pays, et il lui faut tenir compte de la diversité ». Donc le régionalisme est vieux comme l'architecture, pourrait-on dire, ou presque, mais il n'empêche qu'il y a eu quand même des moments où l'histoire s'est accélérée et se rapproche de nous, et je pense que le moment décisif a été la conceptualisation du pittoresque qui s'est faite en Angleterre au XVIIIe siècle, où on regarde très souvent en France cette période comme étant une période hédoniste et on oublie ce qu'elle a eu d'important. Et je vous renvoie par exemple au traité, qui est un des traités fondamentaux du pittoresque anglais, L'art de former les jardins modernes, de Whately. Et Whately, dans ce traité, explique qu'effectivement c'est très bien de faire ce qu'on appelait la ferme ornée. Dans tous les jardins anglais, il y avait cette ferme ornée, qui était un bâtiment pittoresque, mais qui n'avait pas d'ascendance revendiquée, mais qu'il fallait, disait-il, édifier de modestes maisons paysannes où l'homme de goût pourra s'imprégner de la simplicité et des images que fournit la poésie pastorale. Et là, disait Whately, les bâtiments qui se présentent fréquemment dans le pays y feront un bel effet. Et effectivement, dans certains jardins, on voit apparaître ces bâtiments que l'on peut penser fondateurs du régionalisme. Alors, au passage, en France, je le disais, je le laissais entendre tout à l'heure, on a considéré que le pittoresque était un hédonisme, quelque chose d'assez superficiel, qui amusait des aristocrates. En réalité, c'était bien davantage, comme le jardin français, il avait un substrat idéologique extrêmement puissant. Il s'agissait en Angleterre, à ce moment-là, de lutter contre le centralisme qui se dessinait aussi en Angleterre et qui ne s'est pas imposé, contrairement à la France. Et l'idée, c'était de montrer que l'on pouvait localement produire les pièces d'un puzzle qui donnerait une Angleterre magnifique, et cette côté admirable démontrerait effectivement que le projet pouvait partir de la base et non pas être imposé par le sommet. Alors, le pittoresque, vous le savez, a envahi toute l'Europe, et en arrivant en France notamment, mais dans la plupart des pays européens, il a perdu une caractéristique, c'est-à-dire qu'il est devenu générique et il n'est pas resté localiste. Par exemple, vous connaissez bien sûr le hameau de Trianon, quand Richard Micke le réalise, il ne dit pas qu'il va faire un bâtiment beauceron, il fait un bâtiment rural, pittoresque. Donc il va y avoir un régionalisme généraliste, pourrait-on dire, qui va s'introduire et se développer à ce moment-là. Bon, mais pour autant, un pas a été franchi, en s'ouvrant à l'idée que pour caractériser admirablement le paysage, il fallait s'inscrire dans une longue durée, sédimentée notamment dans la demeure du paysan. Le paysan, être anonyme, qui n'était pas regardé comme intéressant comme individu, mais qui globalement représentait ceux qui savaient interpréter la nature et l'environnement. Alors, comme souvent en architecture, une idée prend de l'ampleur quand elle noue des alliances objectives. Et c'est ce qui s'est passé effectivement avec ce pittoresque, qui a notamment profité d'un grand mouvement qui va remuer, secouer toute l'Europe centrale et l'Europe nordique, qui est la renaissance des nationalités, qui va occuper une grande partie du XIXe siècle. Et là, on va effectivement user d'une métaphore. On va considérer que construire des édifices, c'est un élément dans la construction d'un pays, le pays que l'on veut faire renaître ou que l'on veut créer à cette occasion. La mention la plus ancienne de ce projet que j'ai pu trouver, c'est 1851, donc 8 ans avant la création de la Roumanie. Vous savez que la Roumanie est une pure invention, c'est un pays qui n'avait pas de substrat historique. Et bien celui qui est à la manœuvre, Alexandre Obobescu, vient faire une conférence à Paris et il s'attarde longuement sur l'avenir des arts en Roumanie. C'est lui qui utilise cette formule, et il dit « Les architectes doivent tirer du peuple l'idée d'une architecture nouvelle qui sera nationale ». Mais nouvelle, pas tant que ça, parce que très rapidement, il développe l'idée qu'effectivement, cette nouveauté, ce sera en fin de compte une remise en scène, pourrait-on dire, des architectures ancestrales. Alors, à partir de 1859, c'est la Hongrie qui prend le relais, et de façon beaucoup plus convaincante. Et là, on va voir se développer une architecture nationale qui va très loin, parce qu'elle recherche les caractères asiates des Magyars, qui sont des migrants, bien sûr, et pour développer cette architecture qui distinguerait la Hongrie de toute l'Europe. C'est le moment où la Hongrie, c'est le moment de l'Ausgleich, s'arrache progressivement de l'Empire austro-hongrois. Alors, à partir de là,
là, cette idée va se développer véritablement très, très fortement dans de nombreux pays. Je n'en citerai qu'un parce qu'il est sans doute le plus proche et le plus connu, c'est la Suisse. Vous savez qu'en 1847, il y a la guerre des cantons, et qui est suivie l'année suivante de la Constitution fédérale, qui crée la Suisse telle qu'elle est encore aujourd'hui. Mais on cherche un certain nombre d'éléments qui vont quand même montrer qu'il y a une unité dans le pays, et on invente à ce moment-là le chalet. Et je vous présente le premier chalet qui est gardé, qui est conservé de façon vraiment quasi religieuse dans un écomusée, celui de Ballenberg, qui est construit en 1872 et qui va devenir l'emblème de ce pays que l'on vient d'inventer dans des formes très, très particulières. Alors, dans cette régénération de l'architecture, l'architecture, en fin de compte, n'a pas été pionnière. Pour ce qui est des mouvements nationaux, elle est venue dans un second temps, voire dans un troisième temps. Le premier temps, partout, a été le même. Ça consistait à réunir les chants, les traditions, les contes populaires que la paysannerie véhiculait. Et vous avez peut-être entendu parler du Kalevala, qui a été la première publication finlandaise, toujours d'ailleurs en vente dans les bonnes librairies, qui a développé ces ouvrages bilingues, avec d'un côté les chants recueillis dans les campagnes. Pourquoi dans les campagnes? Parce que l'idée était de démontrer, pour revendiquer cette renaissance nationale, montrer qu'on était les plus anciens et que la tradition s'était maintenue, et que ces paysans qu'on avait longtemps méprisés, en fin de compte, avaient été les véhicules patients de cette continuité qui allait aboutir à ces renaissances nationales. Et puis qui a suivi immédiatement, 4 ans plus tard, la Bretagne avec le Barzaz-Breis, lui aussi toujours édité et réédité. Et puis dans un deuxième temps, on s'est intéressé à l'art des paysans. Mais l'art des paysans, ce n'était pas les beaux-arts, c'était les arts appliqués, les arts utiles qui ont été théorisés à ce moment-là comme étant les arts du peuple, véritablement, portant eux aussi des valeurs. Et puis, on a regardé du côté des maisons et commencé à faire des relevés d'architecture paysanne, surtout en Europe centrale, ici, c'est en Hongrie. Et puis, il fallait évidemment, dans un stade plus avancé, montrer que cet héritage était toujours fécond. Il ne s'agissait pas de faire de l'archéologie et de dire c'était le passé, mais hélas, non, de dire c'était le passé, certes, mais ce passé, il n'attend que le moment d'une renaissance. Et on va voir effectivement des architectes devenir ces ethnologues et développer leurs idées. Dušan Jurković a été un des plus fameux, d'ailleurs il est statufié à Bratislava aujourd'hui. Et il va d'une part faire des relevés, comme ses collègues et confrères, mais il va passer à l'acte en réalisant ces édifices qui sont aujourd'hui des monuments historiques dans ces pays. Et celui-là vient d'être construit car il y avait eu un incendie qui l'avait très mochement détruit. Et de même, Károly-Kös, en Transylvanie ici, la partie perdue de la Hongrie, qui lui, dans tous les bâtiments publics ou presque, il y a un médaillon qui le représente. Donc on voit là des héros nationaux qui sont aussi des scientifiques et puis des créateurs se mettre en place. Alors, dans les histoires de ces pays, ce sont des personnages qui sont bien connus, qui ne sont pas dans les histoires de l'architecture que l'on trouve facilement chez nous, mais dans chacun de leurs pays, ce sont des héros nationaux. Par exemple, pour ce qui est de la Finlande, quand vous débarquez à Helsinki à l'aéroport, vous trouvez des t-shirts à l'effigie de Larsson, de Geselius, de Lindgren, de Saarinen, qui sont toujours des personnages tout à fait remarqués. Et leurs édifices sont toujours inscrits dans les chemins que l'on conseille aux touristes de suivre. Ici, les Fiatalok hongrois, les Finlandais dont je viens de parler, bien sûr Mackintosh, qui a commencé à travailler chez un des leaders du mouvement nationaliste écossais, qui était McGibbon. Et puis, si on fait l'Europe, on ne va pas s'attarder, mais dans tous les pays, ici en Norvège, ici comme au Portugal, vous trouverez de ces architectures nationales qui vont vraiment marquer cette fin du XIXe siècle. Et puis, ce mouvement va trouver l'appui, bien sûr, du Domestic Revival anglais, qui lui aussi, à cette époque-là, a trouvé un nouvel essor et trouvé des alliés de circonstances qui ont permis le développement de cette architecture. Et puis, il y a des personnages, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Louis, que l'on ne classe pas volontiers dans cette catégorie, mais qui pourtant ont été actifs et qui l'ont reconnu pendant toute leur carrière.
Pensons à Le Corbusier qui ne donnait pas justement dans cette théorie du chalet qui crée la Suisse, mais qui au contraire défendait une architecture du style sapin, comme on disait là-bas, du Jura suisse. Hein. Et toute sa vie, il faut lire les lignes qui quelquefois viennent de façon un peu incidente dans ses ouvrages, a défendu la justesse de cette démarche. Hein. Dans l'art décoratif d'aujourd'hui, eh bien, il parle du style du pays qu'il voulait créer, du poème à notre pays, dit-il. Hein. Donc, lui aussi a été embarqué dans cette affaire. Bon, je parlais du Domestic Revival tout à l'heure, voilà un bel exemple. Bien, alors ce mouvement, nous le disions, a embrassé toute l'Europe, véritablement, à point de pénétrer les villes. Paradoxal, puisque l'on va chercher du côté de la paysannerie cette légitimité, mais simultanément, on sait que la ville est en plein essor et que c'est elle qui va marquer l'époque qui s'ouvre, et donc on va faire rentrer ce régionalisme en ville, ce qui met vraiment dans une colère froide Adolphe Loos, hein, qui en 1914 écrit « Au lieu de répandre à la campagne les dernières conquêtes de notre vie, les tenants de l'art régional essaient de transposer en ville le type de construction rurale. » Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ici, c'est de Laobé à Riga, ou ici, à Kecskemét, demande des valeurs. Non, pardon, là, je vais trop vite. Et là, à Kecskemét, demande des valeurs. Hein. Bon, donc, ce n'est plus un pittoresque rural, c'est une façon d'écrire l'architecture qui pénètre les villes. Alors, ces pulsions identitaires ont rencontré rapidement l'intérêt du tourisme naissant, hein, parce que la fin du XIXe siècle, c'est la naissance du tourisme au sens moderne du terme, et le tourisme était pris de pittoresque, il dilate à l'extrême la notion du jardin anglais. Dans le jardin anglais, on se promenait et on allait de fabrique en fabrique, et bien le touriste, lui, va aller de site en site, de ville en ville, et de bâtiment en bâtiment, et il entend que ces bâtiments soient typés, et le Touring Club de France, par exemple, sera très actif dans ce domaine et dans la défense d'une architecture qui perpétuera le pittoresque ancien. Alors là, il va y avoir des réceptions différentes selon les régions. La Normandie va très rapidement s'offrir, pourrait-on dire, au parti hédoniste. Hein. La Provence va hésiter. Et elle va le dire et l'écrire même. Il y a un texte qui est tout à fait intéressant de Georges Avril, qui était un journaliste mais qui s'épanchait sur les questions architecturales très volontiers, qui, dans l'Éclaireur de Nice, écrit « Le public indigène et l'étranger sont également appelés à bénéficier d'une renaissance de l'architecture régionale. Pour ces hôtes temporaires, la maison régionale complète heureusement la sensation de dépaysement. Pour les hôtes permanents, elle renforce la sensation de stabilité, elle fait vivre ses habitants en plus étroite communauté avec les choses et les êtres qui les entourent et fortifie ainsi leur originalité. » Alors, ces hôtes temporaires, ils adoptèrent effectivement d'enthousiasme hein, ce régionalisme naissant. Vous connaissez quelques-uns de ces édifices qui sont bien connus aujourd'hui. Par exemple, au Pays Basque, hein, Edmond Rostand construit Arnaga, à Combeau-les-Bains, ou plutôt fait construire par Albert Tournaire, retenez le nom. En Bretagne, c'est par exemple, elle est considérée comme une des premières maisons régionalistes, c'est la maison à Pordic de Pierre Roche, le sculpteur. Et vous voyez qu'à chaque fois, ces visiteurs eh bien, vont chercher des architectes tout à fait hors de la région. Hein. Ce n'est pas la rencontre d'un maître d'ouvrage venant d'ailleurs avec un maître d'œuvre local. Les deux, généralement, viennent d'ailleurs. Ils sont étrangers à la Bretagne, mais ils essayent d'insuffler cette idée que c'est le chemin qu'il convient de suivre. Alors que les indigènes, pour reprendre l'expression de l'article tout à l'heure, eh bien, eux sont très, très réticents. Il y a une conférence de Lionel Euzet, qui était un architecte installé à Morlaix, natif de Landerneau, qui dit « Oui, messieurs, dit-il dans une conférence, vous ne vous faites pas une idée de ce qu'il est difficile de décider un Breton à accepter une construction d'architecture bretonne. Au contraire, un étranger la demande avant qu'on lui en parle. » Et Benjamin Gomez, qui était le grand architecte régionaliste de Biarritz, au même moment, dans une conférence, dit « Si les étrangers nous demandent presque toujours de faire du basque, les Basques, eux, préfèrent autre chose. » Alors, on peut penser effectivement que c'était là la conséquence de la piètre considération dans laquelle on tenait la paysannerie, et lorsque dans une région, la Bretagne ou le Pays Basque, on avait réussi à s'extraire de ce monde, à gagner une certaine prospérité, à intégrer la bourgeoisie, on n'était pas forcément demandeur d'une maison qui rappelait un état antérieur dont on avait pu effectivement s'arracher. Alors, Lionel Euzet avait une réponse à cela. Hein, il fallait amener les récalcitrants à la raison. Il disait en maniant le blâme et la louange, comme le faisaient les missionnaires portant la bonne parole chez les infidèles. Donc, il y a déjà là
une idée qui va prospérer dans les années 1960 et 70, que le régionalisme pourrait être obligatoire par le biais du règlement. Alors, ce conseil était prodigué, le conseil de Lionel Euzet, juste au lendemain de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, donc, pendant laquelle le régionalisme avait pris un tout autre essor et avec des considérations tout à fait nouvelles. En 1917, quand il y a un certain nombre de régions qui commencent à être libérées, l'État décide de faire un grand concours pour définir l'esprit dans lequel on reconstruirait la paix venue. On donne des permissions aux architectes qui sont au front, ils vont pouvoir faire ce concours, ils sont innombrables à le faire. On leur donne des relevés d'architecture rurale qui ont été faits. Et puis, on attend les résultats en espérant que le régionalisme l'emportera. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de montrer à l'ennemi que l'on renaîtra tel que l'on était et que ces destructions auront été vaines. Et donc, ce concours, là c'était Euzet, pardon, ce concours donne ces planches que le gouvernement va publier juste après la guerre dans des albums in-folio. Il va y avoir de grandes expositions, parce qu'il y a une autre raison qui fait que ce régionalisme paraît nécessaire. Ça va mobiliser la direction des arts au ministère de l'enseignement de l'époque. Pourquoi ? Eh bien parce que, contre toute attente, juste après la guerre de 14, des mouvements régionalistes et quelquefois nationalistes, voire séparatistes, naissent dans de nombreuses régions françaises. Contre toute attente, parce qu'on avait célébré la guerre comme étant les noces de sang entre toutes les régions françaises, qui enfin auraient compris que leur destin était commun et auraient décidé d'oublier leur passé de division ou de particularisme, eh bien, il se trouve que c'est tout à fait le contraire qui se passe, et vous le savez qu'en Bretagne, par exemple, en 1919, naît un petit parti qui s'appelle d'abord le Groupement régionaliste breton, qui prend ensuite le nom de Magnésium Kiesvreis, et puis qui va publier ce petit journal, Breisetau, dont le nom est encore bien connu aujourd'hui. Mais dans toutes les régions qui ont une forte personnalité, cet effort se fait, et à ce moment-là, l'État pense qu'il faut lutter vigoureusement contre ces pulsions identitaires, et il y a une ruse qui va être employée à nouveau d'ailleurs dans les années 60 et 70, qui consiste à dire il faut lutter très vigoureusement contre ce qui est fondamental dans ces revendications et menace l'unité nationale, par exemple les langues, et il va y avoir des campagnes extrêmement vigoureuses contre les langues minoritaires. Mais en revanche, il faut donner une contrepartie, montrer que l'on ne méprise pas du tout les gens qui appartiennent à ces régions. Et les danses, par exemple, eh bien, les costumes et l'architecture seront des éléments de compensation. On va inventer les fêtes folkloriques, par exemple, et aussi à Paris faire des représentations de danses régionales. Et le régionalisme va devenir la doctrine de l'État. Oui. Oui. Et donc oui, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Va devenir la doctrine officielle, et il va y avoir des méthodes très subtiles pour les diffuser. D'abord, un certain nombre d'associations vont se créer qui développeront le régionalisme comme art national et non plus régional, vous le voyez. Et puis, il va y avoir les 3 fameux tomes, 4 étaient prévus, qui vont paraître de Murs et Toits pour les pays de chez nous, qui est un livre magnifique, mais que toutes les agences ou presque auront, qui consistait à croiser les régions et les programmes, c'est-à-dire que vous aviez toutes les régions et la plupart des programmes, écoles, gendarmerie, donc lorsque vous étiez architecte, vous ne connaissiez pas très bien une région, vous aviez une commande, vous preniez vous preniez votre Murs et Toits des pays de chez nous, et vous aviez des propositions immédiates qui vous étaient faites. Bien. Donc là, j'ai pris les images qui concernaient la Bretagne. Alors, celui qui écrivait le texte était Léandre Vaillat, que l'on retrouvera de nombreuses reprises à la manœuvre pour vanter les vertus de ce régionalisme d'État par la suite. Alors, la réception de cette propagande, car il ne s'agit pas d'autre chose, elle va être variée. Il va y avoir les architectes qui ne voient pas de ruse, et nous, les voyants, tiennent en piètre estime, et qui vont développer le régionalisme, souvent d'ailleurs avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent et de savoir-faire, et avec des édifices qui ont défié le temps et qui sont aujourd'hui en parfait état. Et puis, on va trouver, en revanche, eh bien, les mouvements nationalistes que j'ai évoqués tout à l'heure, et il se trouve qu'en Bretagne, ils ont à leur tête 2 architectes. Les 2 leaders du mouvement qu'on appelle le mouvement Breisetau, même si leur mouvement prend des noms variés, le parti autonomiste, le parti nationaliste et bien d'autres encore. Eh bien, il y a l'un d'entre eux, vous le connaissez, c'est Maurice Marchal, qui a dessiné le Gwenadu, le drapeau de la Bretagne, en 1925. Et l'autre, c'est Olivier Mordrel,
Olivier Mordrel, qui aura une très brève carrière d'architecte, mais il n'empêche, il a un édifice qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors, quel est leur point de vue? Eux, ils ont compris la ruse gouvernementale et ils dénoncent le régionalisme comme étant un centralisme. Et ils parlent du piège tendu par le francophile à l'imbécile. Et ils vont, eux, préconiser une adhésion au mouvement moderne, non pas comme étant une fin de l'histoire, mais comme étant un moyen d'effacer le tableau qui est surchargé. Et, disent-ils, si cela a encore un sens de se dire breton, eh bien, des différences réapparaîtront que nous ne pouvons pas prévoir. Alors, je vous montre un des projets de Mordrel, celui qui est inscrit à l'inventaire. Voilà le dessin qu'il avait produit. Et vous voyez, les Bretons en costume partent d'un côté et la voiture moderne de l'autre. Eh bien, cet édifice, vous voyez qu'il est réalisé avec une parfaite fidélité. Bien. Alors, évidemment, va arriver la grande crise économique et puis bien sûr la guerre, toutes choses qui vont jouer au détriment de cette modernité. Mordrel lui-même l'admettra dans plusieurs articles assez brillants d'ailleurs. Et il va y avoir, après la guerre, un changement tout à fait radical de position. Les architectes vont abandonner le régionalisme pour la plupart, et puis vont adopter des positions peut-être pas aussi tranchées que celles d'Aragon, mais disons appartenant à la même famille. Et en revanche, eh bien, les maîtres d'ouvrage, eux, qui ne voulaient pas de ce régionalisme, vont le réclamer. Alors, est-ce que c'est le fait, pour reprendre les paroles de Ragon, de l'ignorance, du manque de culture et peut-être du repli sur soi, voire du racisme borné? Certainement pas. En réalité, il se passe quelque chose à la fin des années 50, quand les 30 Glorieuses prennent vraiment leur essor. Eh bien, il se trouve que ceux qui ont bénéficié de cette croissance, ils s'installent dans une prospérité qu'ils n'avaient jamais connue et dont leur famille n'avait jamais rêvé. Eh bien, petit à petit, vont trouver qu'ils ont payé bien cher cette entrée en modernité, qu'ils l'ont payé de l'abandon de la solidarité paysanne, de la convivialité du clan, de la langue ancestrale. Et il va y avoir un retour du refoulé, véritablement, qui fait qu'on va réclamer un certain nombre de signes qui montreront eh bien, que l'on tient, il y a un mot qui apparaît à ce moment-là, à ses racines, et le régionalisme donc va faire un retour. Alors c'était effectivement un piège pour les architectes, parce que ce régionalisme pouvait se faire sans eux. Il avait ses recettes, pourrait-on dire. Et il avait aussi quelques-uns qui perpétuaient véritablement ce qu'avait été le régionalisme à l'ancienne, mais ils étaient très peu nombreux, car les jeunes architectes qui arrivaient étaient d'une toute autre formation, il y avait de tout autres idéaux. Mais il va y avoir une catégorie d'architectes, et on va se rapprocher de Guy Huette, dont je ne parlerai pas, mais on va en parler longuement tout à l'heure. Il y a eu de jeunes architectes qui, à ce moment-là, vont décider de quitter Paris, où ils ont fait leurs études, alors que toutes les carrières étaient censées se dessiner à Paris, que la prospérité professionnelle était là, que la clientèle importante y résidait, eh bien, ils vont regagner leur région. Et regagnant leur région, eh bien, ils trouvent une commande unique, pratiquement, qui est la maison. Et une maison que ces constructeurs potentiels eh bien, désirent porteuse de signes régionaux. Alors comment faire quand on a cette demande et que simultanément on ne souhaite pas s'inscrire dans la lignée de Loïc Poumeau de la Forest, dont vous voyez une maison à l'écran? Eh bien, ils savent, ces jeunes architectes, mais ils sont peu encore à le savoir, et ce sont les premiers à connaître vraiment cette existence. Ils savent qu'il y a un autre régionalisme qui est en train de se développer en Amérique du Nord, qui a des sources plus anciennes, mais qui est en train de se développer, et qui est porté et soutenu, pas par n'importe qui, par exemple par Siegfried Giedion, qui était le secrétaire général des SIAM, ami de Le Corbusier notamment, eh bien, qui écrit un certain nombre d'articles pour plaider pour ce qu'il appelle le new régionalisme. Et il écrit, là je le traduis, l'architecture doit offrir à chaque région ou pays l'occasion de parler son propre langage. Eh bien, Le Corbusier reprend cette phrase dans Manière de penser l'urbanisme, pour dire que la modernité n'est pas cette uniformité que tout le monde condamne, qu'elle est autre chose. Et d'ailleurs, on s'en souvient rarement, mais lui-même a donné dès les années 30 dans cette démarche. Là, c'est l'Artaud, la fameuse maison d'Hélène de Mandreau qu'il construit au Pradet en 1930, et en 1933, il construit le Sextant. Et donc, vous voyez que Le Corbusier, là, avait
déjà évolué très notablement vers une autre écriture architecturale. Alors, parler de régionalisme, pourquoi? D'une part, parce que Guédion le dit, et puis parce que quand on feuillette les revues, on s'aperçoit que Richard Neutra a publié un article dans l'Architecture en 1939 qui s'appelait « Le régionalisme », justement, pour le défendre. Neutra dit « Le régionalisme est justifié par des idiosyncrasies traditionnelles, des variations régionales dans l'attitude psychologique des habitants et dans la houle très irrégulière de la marée économico-technique sur les diverses parties de la Terre. » Et donc, Neutra est venu donner une conférence pour soutenir le régionalisme à Paris en 1947, et on a un compte-rendu qui est de Gaston Bardet, qui dit « Il est régionaliste, le mot écorche la bouche des modernes, ils ont peur de n'être pas assez avancés. » Donc il y a un retour du régionalisme qui vient d'Amérique, ça a été suggéré tout à l'heure. Oui, je termine, c'est promis. Et donc, à partir de là, eh bien, l'Amérique, tu l'as dit également, va devenir la Mecque de ces architectes qui veulent un régionalisme qui ne soit pas oblitéré par les errements de l'entre-deux-guerres quelquefois, et qui ne soit pas un renoncement à la modernité, mais qui soit au contraire une inscription dans une autre modernité. Et l'on découvre petit à petit, mais c'est encore très discret, qu'il y avait deux modernités en fin de compte, et qu'elles ne se résumaient pas à ce Art French qu'a dénoncé avec humour Bruno Vessière, qui dominait en France. Et on va voir aussi, on va découvrir à ce moment-là Wright. Vous savez que Wright n'était pas traduit en français. À l'époque, il était méconnu. Il était venu en 1939 faire une conférence et présenter un film à Paris. Il n'y avait personne dans la salle. Et il est revenu, en revanche, en 1954, quand il y a eu la grande exposition rétrospective sur son œuvre, et qu'il a été invité à la présenter à Paris. Et donc là, on va voir effectivement, petit à petit, ces jeunes architectes qui s'installent dans les différentes régions, s'inscrire dans cette lignée. Alors, tu parlais de Claude Parent tout à l'heure, il a une phrase très explicite, il a dit « Il faut bien l'avouer, sans le savoir, sans le vouloir, ou au contraire de propos délibérés, dans les années 50 et 60, nous avons tous été américains, chacun à notre manière. » Alors, en Bretagne, et je vais terminer ma présentation là-dessus, en Bretagne, le premier véritablement à s'inscrire dans cette lignée, voilà l'article le premier à s'inscrire dans cette lignée, ce sera Guillou. Guillou qui s'installe à Vannes, est originaire des Côtes-d'Armor, et qui, lui, a entendu parler de cette démarche américaine pendant la guerre. C'est Stoskopf, l'architecte de Strasbourg, mais qui était à ce moment-là à Paris pendant la guerre, qui lui fait découvrir Neutra. Et il va s'en souvenir, effectivement, d'une part en étant dans la veine moderniste, et puis petit à petit, confronté à cette clientèle, lui aussi, il va regarder de ce côté-là. Et il va regarder aussi du côté de Wright. Voilà une maison de Wright, et voilà un bâtiment de Guillou sur l'île aux Moines. Donc vous voyez qu'il y a un décalque pratiquement qui s'opère à ce moment-là, mais rapidement il va prendre de la distance, soutenu d'ailleurs par des publications qui apparaissent dans les années 60, comme Maison de l'Ouest, qui vont montrer qu'il y a un régionalisme honorable, moderne et impliquant les architectes. Et Guillou, d'ailleurs, va bien expliquer que ce qu'il fait, ce n'est pas le régionalisme à l'ancienne. Il connaît très bien l'architecture rurale parce qu'il a d'une part travaillé pendant la guerre pour le génie rural, et d'autre part, il a fait à titre personnel des relevés de maisons paysannes qu'il a publiés d'ailleurs et que vous voyez ici. Et il aura cette phrase historique, ce n'est pas avec les pièces détachées d'un mort que l'on parvient à refaire un vivant. Donc il ne faut pas imiter ces architectures paysannes, il faut les comprendre et les prolonger. Pourquoi ne considère-t-on pas en Bretagne de l'évoluer? Et il y a toute une génération qui va s'inscrire dans ce sillage, et Bernard Guillouette, c'est sa propre maison, sera un des pionniers en la matière. Et nous allons en Donc parler. tu fais la transition avec l'intervention de Christophe qui va nous dresser un portrait rapide de l'œuvre de son père. Moi, je retiens de tout ce que tu as dit deux ou trois choses. Pour l'anecdote, je retiens que tous les maîtres du mouvement moderne ont commencé dans le régionalisme, grosso modo, parce que tu as oublié Mies van der Rohe, mais il a aussi fait il a bien fait charpenté. deux maisons qui sont Voilà. très régionalistes. Et en même temps, plus fondamentalement, il y a une recherche d'authenticité qui est frappante, et une recherche d'authenticité éperdue, perpétuelle, dans le monde des architectes. Bon. Mais ça rejoint ce que tu disais, Maël, tout à l'heure. Viens t'installer, Daniel. Je suis désolé de faire une translation. Je ne m'attendais pas à ce coup-là. Merci.
Merci Jean-Louis, merci. Ah oui. Et aussi une construction savante à chaque fois, d'un fait populaire. C'est vraiment un truc d'intello, le régionalisme, quand même. Mais bon, parenthèse. On va voir si c'est un truc d'intello. Merci Jean-Louis pour ton invitation. Et à Kitry et à toute l'organisation très efficace de cette rencontre. Et j'ai vu aussi à l'occasion l'exposition. Et si d'aventure Sébastien Marot nous écoute, je voulais lui dire que j'ai retenu, s'il y a une notion que j'ai retenue, c'est celle-ci, qui est page 283 de son livre. Je cite: « Les dettes intellectuelles que l'on contracte auprès de personnes ou d'arguments auxquels on s'oppose sont parfois beaucoup plus importantes que celles qui nous lient à ceux dont nous creusons plus profondément les sillons. » Voilà. Il y a des étudiants ici, peut-être la morale est toujours un peu bonne comme ça. Alors, dire d'abord à propos de ce livre, ma gratitude à Daniel et Jean-Louis d'avoir bien voulu s'y associer, et le profit que j'ai tiré de cette association, qui j'espère paraît aussi efficace au lecteur qu'elle a été pour moi. Et il a donc, il se présente comme ça dans 3 parties. Donc Daniel a dressé un récit historique qui s'inscrit parmi les pistes qu'il vient de nous donner. Deuxièmement, ma partie consiste dans des descriptions et analyses. Et ce qui n'était pas régionaliste, mais déjà critique, je distingue dans la production de Bernard Guillouette entre habitation et équipement et projets urbains. 2 chapitres différents. Habitation, équipement et projets urbains. Et enfin, Jean-Louis a donné une conclusion où j'ai appris, ainsi qu'en lisant d'autres de ces textes, ce que la pensée sociologique apporte à la connaissance de l'architecture. Donc, le questionnement général... Je suis gêné par ce truc-là. Comme ça, voilà. Le questionnement général que je me suis posé pour cette présentation ici, à l'école de Nantes, est celui du rapport du petit au grand, de la maison à la ville. Car Bernard Guillouette s'est manifesté en architecture par la maison, et donc d'une échelle bien différente de ce qu'on voit ici à Nantes. Je parle de l'échelle, les dimensions. Donc il s'est manifesté en architecture par la maison et par sa poétique, l'habitation. Je vais en dire quelques mots et je conclurai sur la question du régionalisme critique. Le régionalisme seul, qui aurait été entendu, non pas par moi, mais par Bernard, comme une provocation. Dans un colloque de 2019, Daniel avait présenté son étude, non seulement en historien, donc l'étude qui fait la première partie du livre, non pas comme historien, mais en conteur, si je puis dire, en commençant par Louis Guillouette. Comme ça, voilà. Louis Guillouette est le personnage qui est à gauche ici, qui était le grand-père de Bernard, un entrepreneur et un notable de la ville natale de Bernard, Auray. Cela m'a incité à considérer de plus près la biographie de l'architecte, dont voici quelques éléments. Donc, il naît à Auray, département du Morbihan, en 1929. Il a 2 frères. Il est orphelin de père à l'âge de 4 ans. Son enfance paraît heureuse, mais le référent moral de sa mère est l'Église, avec son arsenal, le contrôle des âmes, si je puis dire. L'adolescence de Bernard coïncide avec l'occupation. Nous voyons ici une image à Vannes, où il a été pensionnaire chez les Jésuites. Et sa scolarité secondaire, alors je vais revenir avant parce que c'est pas très agréable cette photo, et sa scolarité secondaire dans des pensionnats catholiques est durement vécue. Alors pour ceux qui connaissent Vannes, c'est tout de même, on est place de la mairie là, accessoirement. Donc sa scolarité secondaire dans les pensionnats catholiques, disais-je, est difficilement et même durement vécue. Peu après la Libération, arrive le moment d'envisager une carrière.
lorsqu'il dit vouloir se diriger vers l'architecture, son grand-père exprime peu de considération pour ce métier. J'ai interprété dans le livre cette divergence avec la haute figure morale de son aïeul, qui était bâtisseur entre autres de maisons, comme le départ d'une visée poétique de Bernard. Mais l'architecture fut aussi un choix empirique, à la mesure où l'école des beaux-arts autorisait l'entrée de ceux qui, comme lui, avaient un niveau scolaire incertain. Pardon, j'anticipe un peu. Émergeant à la fois d'une période à la fois de blocage et, dira-t-il même, de violence, qui était celle de l'occupation et de la guerre, il entame cependant ses études avec détermination et sérieux. Il a choisi d'aller étudier non à Rennes, mais à Paris, ce qui d'emblée le situe par rapport à sa région natale. Un an avant sa rentrée aux Beaux-Arts, il avait vu la capitale pour la première fois lors d'une escale d'une seule demi-journée avant de reprendre le train pour un pèlerinage en Italie. Oubliant un premier... Pardon, excusez-moi, j'y tiens à mon armée, à ma Luftwaffe. Oubliant un premier voyage de nuit passé dans le train, il s'était dépêché de courir visiter le Louvre, donc en une petite demi-journée, souvenir mémorable. Donc voilà, le Louvre, 30 ou 40 ans à peu près, c'est pas si loin, 30 ou 40 ans, juste avant que Bernard aille le visiter. Il n'y avait pas de calèche, mais presque. Enfin. L'Italie aussi l'impressionna et il y retournera. Mais Paris va être pour lui, comme pour beaucoup, le lieu emblématique de l'après-guerre, époque de grande ouverture et progrès politique, intellectuel, culturel, où son héritage religieux se combine avec la grande influence communiste. C'est le lieu des grandes institutions de la connaissance, où patrimoine classique et culture moderne se mêlent. La vie à Paris lui procure un mélange d'émerveillement, de légitimité d'appartenir à la cité dans l'anonymat, dit-il, mais aussi d'interdits sociaux et culturels, plus ou moins conscients. Il conservera cet amour ambigu pour Paris, la capitale. Les Beaux-Arts est une école aux aspects rétrogrades, mais où le modernisme opère, où l'on apprend la prééminence du plan dans le projet. Voilà un des projets d'école qu'il a fait. Il y lie de nombreuses amitiés, fait venir ses camarades en Bretagne, ici avec Gabriel de Villars, donc Bernard était à gauche, il mesure, vous voyez, comme on fait, comme on dessine, chercher les proportions de je ne sais pas quoi, une maison. Enfin si, je sais quoi, parce que ça se passe à Auray, ça, sur le port. Donc il fait la place dans diverses agences, il voyage un peu, le voyage commence à faire partie de sa vie. En 1962, il en fera un certain nombre de voyages. En 1962, moins de 5 mois après qu'il ait obtenu le diplôme, sa mère écrit, je cite, « Maintenant, il est impossible que Bernard continue à gratter en agence à Paris, sans morale, sans ressent. » Dans une deuxième lettre, on propose à Bernard une situation à Vannes. « Bernard Cobert, quelle association? Peut-on imaginer chose pareille? » Mais non, Bernard n'a pas encore compris. Elle a vu juste. Son retour en Bretagne la même année, 62, avec femme et enfants, va être difficile. Les associations avec ses confrères sont des échecs, le travail manque. Comme de nombreux architectes, il s'offusque de l'esthétique des grands ensembles. Et évidemment, il s'offusque, comme j'ai dit, du style breton, comme il dit. Et sans doute de ne pas en recevoir de commandes donc, de ces grands ensembles. Arbitrairement distribués à quelques-uns, par centaines, parfois par milliers de logements à la fois. Mais en 1966-68, sa carrière prend un élan décisif, avec la réalisation simultanée de quelques maisons remarquables, enfin, je pense qu'elles sont remarquables. Une maison à Radon, d'ailleurs, peu revendiquée, dont voici deux aspects. Pardon. Voilà, l'entrée, façade nord, façade sud. Une première maison suivie de deux autres sur l'île de Watt. Non conformes, elles non plus au style breton, mais autorisées. Voici plusieurs photos de ces maisons. Donc 3 maisons à cette époque-là, il y en aura une autre plus tard, mais autorisées grâce à l'architecte conseil de l'État. Et surtout, la maison dite de Kérahuil.
Caraville est le lieu-dit, bâti pour sa propre famille, pour laquelle Bernard a accepté que son beau-père la finance et en soit propriétaire, achevé en 1967. Bernard professe des opinions progressistes, il est enthousiasmé par mai 68 avec une certaine idée de sa propre place dans la société. La circonstance de l'aide reçue de la famille par alliance, par ailleurs, par son beau-père, n'a rien d'original. Ce qui est plus intéressant, c'est que l'esthétique à laquelle il aspire est loin d'être compatible a priori avec la culture de son beau-père, dirigeant d'une grande société de sidérurgie, père de familles nombreuses, vivant dans le 16e arrondissement de Paris, avenue Kléber, pour ceux qui connaissent un peu, près de l'Étoile, conservateur par tradition et dans ses goûts. Or, dans la conception de la maison, Bernard s'est senti libre, y compris de faire évoluer radicalement le parti. Voici un plan d'une esquisse préalable, qui n'est pas celle de ce qu'on vient de voir, mais qui est... il y a un long linéaire vitré au sud, et voici la façade. Or, cette façade, c'est ce que va devenir ça, vous voyez. Mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. Je reviendrai sur cette évolution. Mais tout cela, y compris la réalisation finale, est suivi, apprécié, aimé, obscurément compris par le propriétaire. Voilà. Et l'acceptation de cette esthétique nouvelle ne découle pas que de la générosité ou de la sympathie entre les protagonistes. Le projet a résulté dans une forme qui, par sa construction, sa structure, son espace, fait autorité. Voici l'espace intérieur. Fait autorité et constitue un lien. Donc j'ai bien dit, je répète cette phrase qui est importante. Le projet a résulté dans une forme qui, par sa construction, sa structure, son espace, fait autorité et constitue un lien entre ceux qui contribuent à la réaliser, qui la voient, qui la visitent, et a fortiori ceux qui l'habitent. L'expérience esthétique ne ressortit pas au goût. La forme, forma en latin, la beauté, forma ça veut dire beauté en latin, est symbolique et symboligène. Elle génère des liens sociaux, un impératif éthique. Et en premier, celui qui l'a dessinée, conçue, construite, et qui plus est où il vit, en éprouve la réalité concrète. Il ressent un accomplissement de soi et une nouvelle responsabilité. Une dynamique s'ensuit, avec d'autres projets où l'on observe deux constantes solidaires entre elles. Premièrement, la cohérence entre l'architectonique, l'espace et la volumétrie dans des formes diverses, puisque Bernard est un champion des toits, on le voit, mais il concevra aussi 20% de ses maisons, à peu près, j'ai compté, en toiture terrasse. Semble-t-il, autant que les contraintes réglementaires ou politiques le permettent. Par exemple, celle-ci, sur l'île aux Moines, celle-ci, à Radon. Donc à Radon, c'est la même maison que Caraville qu'on a vu tout à l'heure, enfin même commune, pardon, que Caraville qu'on a vu tout à l'heure. Et deuxièmement, donc, j'ai dit, premièrement, cohérence entre architectonique, espace, volumétrie dans des formes diverses. Et deuxièmement, un réalisme, ce que j'appelle un réalisme économique et social. Donc voici des exemples. Une maison à Carnac. Une maison, voilà encore la même maison. Une maison sur la presqu'île de Quiberon, qui est simple, vous voyez, mais dont il ne voulait pas parler, celle-là, parce que celle-là, je l'ai découverte cette année, au mois de septembre, il y a un mois et demi. Je ne connaissais pas. Et c'est ironie, ça. Alors, je vous le dis tout de suite entre parenthèses. Enfin, ça, c'est un autre problème, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Enfin, je pense que c'est une maison qui est pleine d'intérêt. Une autre maison, plus expressive, on peut dire, à l'île aux Moines. Donc là, je parle de ce qu'on appelle le réalisme économique et social, qu'on voit peut-être plus ici, n'est-ce pas? Mais qui existe aussi dans une maison un peu plus chère, mais ici aussi. Sur 98 projets répertoriés pour des particuliers, 89 sont réalisés, ce qui est important.
et le projet est en rapport avec les moyens, la personne du client. De même qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, il y a un point qui peut paraître négligeable, c'est l'évaluation du montant de la construction, l'évaluation qu'il fait, et son respect du budget dans la pensée, l'élaboration du projet et la conduite du chantier. Donc ce respect du budget, je l'ai constaté pour des maisons chez des clients 50 ans après. Ça m'a paru significatif, parce qu'en général, on oublie ça au bout de plusieurs dizaines d'années, le prix que ça a coûté, bon. Mais alors même que, comme tout le déroulement du projet, elle paraît chez Bernard purement intuitive, cette maîtrise de l'économie scelle sa relation aux clients, à tous les clients. Elle est donc cruciale pour déterminer l'existence même de ce que Daniel a appelé un œuvre, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres. Et ce que Jean-Louis appelait ce qui fait série. En fait, il y a plusieurs séries, mais bon, il parlait de celle du golfe du Morbihan. Et c'est ainsi que, dans cette, toujours ce que j'appelle ce réalisme économique et social, l'expérience des maisons individuelles prépare, avec le même réalisme et la même recherche de cohérence, la conception de ce qu'on appelait à l'époque un habitat pour tous. Dans la deuxième moitié des années 70, Bernard commence à obtenir des commandes de sociétés d'office HLM. Le projet consiste alors dans des communautés de vie sous la forme de maisons familiales, HLM groupées, ou comme ici, ou le pignon de Caraville. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, vous voulez que je revienne en arrière pour vous le rappeler. Voilà. Ceci qui avait détonné dans le paysage, qui était vraiment un événement, je vais y revenir, est repris. Est repris ici. Vous voyez, ça c'est près de Vannes. C'est dans Vannes. Puis l'expression dans le même ensemble, on peut dire, l'expression du toit change, en même temps d'ailleurs que le plan du rez-de-chaussée évolue. Moi, je ne peux pas m'apesantir là-dessus. Et enfin, des projets de collectifs lui sont attribués, sur lesquels je ne peux pas m'aboutir. Voilà, une vue d'ensemble. Il me semble que la photo est réduite, là, c'est bizarre. Non, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça ne veut pas... Voilà, non, c'est pas ça que je voulais montrer. Voilà, bon. Bon, c'est un peu plus grand que ça, mais c'est aussi à Vannes. Et c'est dans la foulée de ce qu'on a vu avant, dans la même... pour monter un petit peu... Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit problème. Ah, merci Jean-Luc. C'est moi qui ai dû faire ça par erreur. Voilà, merde, voilà. Ce que je voulais montrer, c'est l'évolution stylistique, l'évolution formelle entre des maisons. Voilà. Ça s'appelle Avelmore à Vannes. Ça, c'est du collectif HLM toujours. Avec, vous voyez, ça c'est à l'intérieur, c'est une petite placette à l'intérieur de cet ensemble-là. Et dans la Sarthe, un ensemble de maisons HLM groupées importantes. Enfin, un important ensemble de petits groupements de maisons, plus exactement. Dans le deuxième chapitre du livre que j'ai de ma partie, consacré aux équipements et projets urbains, que je ne vais pas avoir le temps de commenter ici, je montre comment, pour ces projets, Bernard s'est associé à de jeunes architectes avec des approches variées. Voici un hôtel de ville. J'aurais mieux fait de commencer. Voilà l'entrée. L'hôtel de ville de Séné, près de Vannes. Et pour cela, Bernard s'est associé à de jeunes architectes pour faire différents concours avec des approches variées et dans une autre perspective urbaine que celle de l'habitation. Et donc voici un exemple. Autre perspective urbaine du point de vue du programme et du point de vue, évidemment, comme vous le voyez, de la forme. Voici deux cartes. Voici une carte
de l'ensemble des projets qu'a fait Bernard en France. Vous voyez qu'il y en a. Alors, en noir, les maisons. En rouge et rose, enfin bon, ça se confond un peu, c'est pas grave, les maisons, les groupements de maisons, donc vous voyez dans la Sarthe autour du Mans, et puis disséminés un petit peu ici et là d'autres, enfin, et principalement évidemment autour du golfe de Morbihan, que vous voyez ici. Donc pour conclure, j'ai encore une page. Non, j'attends le regard des plus jeunes collègues sur cet architecte. Vas-y. Alors, maintenant, on va parler un peu d'architecture. Oui. Je voudrais répondre maintenant à la question du régionalisme critique, en ayant à la fois à l'esprit à la fois l'ancien paradigme, la maison est une petite ville et la ville est une grande maison, et sévère, trésor de la poésie dans notre langue, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Je pose cette question du régionalisme critique en rapport à la problématique urbaine telle qu'elle fut incluse dans le projet de Caraville, à nouveau à partir de l'évolution de cette esquisse, donc à laquelle je reviens maintenant. Vous voyez, Caraville est un point dominant, d'où on a une vue sur le golfe du Morbihan, absolument exceptionnelle. C'est le plus haut point de la commune. Et donc, voilà la première esquisse, baie vitrée en longueur. Bon. Et à un moment donné, voilà ce que ça devient sur la même orientation. Ce qui veut dire que le plan a basculé. Et voici ce qui correspond, si on veut, à la façade qu'on a vue précédemment. C'est ça que je vais commenter. Et voici un peu plus reculé par rapport à ça, et vous voyez qu'on voit l'horizon au fond. Et à mon sens, ce passage de ça à ça, je dirais que c'est là où le projet dit une négativité de la maison moderne. Le propriétaire ne peut pas et ne doit pas se montrer, puisque voilà son jardin. À la promesse de bain de soleil devant l'horizon, illusoire écran de la vie publique, se substitue non seulement l'organisation de la vie privée, mais une intériorisation de la vie publique, ou espace public, non pas montré, mais vécu. Avec certains dispositifs qu'on voit ici. Le jardin est légèrement surélevé par rapport au rez-de-chaussée, comme une scène. On n'y accède pas frontalement, mais en tangence par des châssis coulissants dans les redans. Vous distinguez les châssis, là. Il n'y a pas de pointeau, là, si, un truc. Ah, si. Là, on voit le pointeau sur l'écran, là ? Oui, d'accord. Merci. Donc, on accède au jardin en tangence par des châssis coulissants qui sont dans des redans, comme en sortant de coulisses. Les patios font ce que Bernard appelait les patios, c'est la partie qui est un peu plus en creux, là, font fosse d'orchestre. Les éléments de charpente qui racontent la structure font aussi envers de décor. Et la façade, enfin, fait mur de scène. Dispositif, donc, d'un théâtre. Non joué, mais bien vécu, qui sépare l'espace du panorama et l'espace, ce que j'appelle l'espace de la maison, et encadre le jardin par des murs latéraux. Le mur sud-ouest, à la fois cachant et jouant avec l'horizon. Merde. D'accord, merci. Non, c'est pas ça que je voulais montrer, l'horizon qu'on voit là, vous voyez ? Donc vous voyez que ça s'est pris un peu en recul, donc vous voyez le mur sur le côté gauche, là, qui coupe le jardin de l'horizon. Je reviens là. Alors, il y a quand même... moi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge par là où tu as commencé.
Tu as dit, mon père ne s'est jamais senti un architecte régionaliste. Ah, plus que ça. Mais ça me pose question, et je pense que tout le monde se pose la question. C'est donc une armée sans aucun soldat, quoi. Je veux dire, tout le monde est à la recherche du régionalisme, mais il n'y en a aucun qui dit, voilà, je suis un architecte régionaliste. Ah oui, Pourquoi Non, mais il n'avait pas lu Ragon. On va débattre un peu, il parce n'avait pas qu'à lu Ragon, 20h30, on a Extinction des feux, Ah. donc c'est le moment ou jamais. Pourquoi? Moi, ça m'interroge. Pourquoi, chers architectes, vous êtes toujours à la recherche de l'authenticité? Et pourquoi vous êtes toujours en quête d'un rapport au terroir, à l'authenticité, aux racines, à l'ancrage dans un territoire? Et il n'y a aucun architecte qui se dise régionaliste. Même ton père. Ça me frappe, quoi. Non, mais je m'indigne pour vous. C'est incohérent, les amis. Et une partie des difficultés de réception du message de l'architecture vient peut-être de là, n'est-ce pas? Enfin, peut-être serait-il temps d'en débattre. Si dans la salle, il y a des questions, c'est l'heure de prendre le micro. Je vous l'amène ou quelqu'un vous l'amène. Merci. Et vous, chers collègues plus jeunes, moi, ça me frappe. Et l'autre jour, on a fait la séance sur le régionalisme avec les étudiants. Et j'ai passé toutes les icônes du régionalisme. Et puis, je ne lui avais pas dit, mais j'ai passé les images de Julien. Oh, tout à coup, non, il y avait un problème. Mais pourquoi tant de pudeur, chers collègues? Je crois que je suis visé. Non, mais c'est pareil pour tout le monde. Et bon, mais vas-y, je te laisse répondre. Non, mais je cite rarement du Jean-Louis Violo pendant les cours, c'est aussi pour ça. Mais non, mais moi je pense que enfin, on discutait en rigolant à côté en disant, quand tu as fait ton travail sur les postmodernes à Paris, la problématique des archis qui ont fait de l'architecture postmoderne à Paris étaient les premiers à te dire, non, je ne veux pas apparaître dans un bouquin qui retrace un atlas de la postmodernité parisienne. Donc, j'ai dit exactement la même chose. Oui, mais et donc la question, et je pense que la question du régionalisme, elle est encore plus complexe parce que quand on parle d'identité du régionalisme, ça renvoie quand même aussi à des consonances politiques qui ne sont pas forcément celles des architectes qui ont développé des architectures qui se sont dit régionalistes et donc d'appartenance. Enfin, je pense qu'il y a c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'objectivité, ou d'objectivation en quoi est-ce que c'est régional. C'est différent, je pense, de faire quelque chose qui l'est parce qu'il y a un usage de telles ressources, de telle mise en œuvre, un travail sur les conditions de l'architecture, les conditions de sa création, sans pour autant être dans le folklore, sans pour autant être dans la question de l'identité purement culturelle, de faire quelque chose qui renverrait à ça. Et je pense. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, je dirais la question par exemple du matériau, parce que ici. C'est une bonne entrée. Ici. Alors, il y a la première question, la première réponse que je te... Une parenthèse avant que tu répondes. Daniel a bien montré tout à l'heure que de tous les architectes qui se sont mis à faire du régionalisme, aucun n'était originaire de la région où il a construit. Bon, ça, c'est un petit peu le problème d'origine. Mais vas-y. Alors, la première réponse que je te ferai, j'en fais deux. Et après, je vais essayer de Alors, pourquoi ton père finir. Mais la première, non, mais la première réponse, c'est la même remarque qu'a fait Julien. Et je pense que c'est une question de discipline. Parce que quand tu m'as dit au téléphone, on m'a dit appelle Jean-Louis, il est formidable. Bon. Et c'est vrai que tu es formidable. Mais oui, mais moi j'aime pas les gens formidables. Alors j'ai dit bon d'accord, j'appelle Jean-Louis. Et Jean-Louis en plus il m'a dit ah oui ton père c'est un postmoderne. Laisse tomber. Bon, mais comme tu n'es pas seulement gentil, mais en plus, tu sais quand même parler aux gens, tu m'as quand même, par le ton, faire sentir que tu avais quelque chose à m'enseigner, dans le fond. Du point de vue de la sociologie. C'est pour ça que je dis que... C'est pour ça que j'attache du prix au livre la façon dont nous sommes articulés, l'historien, l'architecte et le sociologue. Et comme tu faisais remarquer d'ailleurs, ces 3 générations à 10 ans d'intervalle, ça tombe très très bien. Et je pense que ça se structure bien. Et moi, à un moment donné, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je m'apprêtais à le dire, que pour un architecte, à mon avis, qui se respecte, et d'ailleurs, moi, je ne suis pas le porte-parole de ce qu'a fait mon père. J'essaye d'être aussi objectif que peut l'être un historien ou un sociologue,
en critique architecturale. Et je précise bien architecturale. Mais, bon, alors, je passe aux matériaux. Là, le mur en pierre, c'est quelque chose de... Pour moi, je l'ai écrit dans le livre. Grosso modo, vous retrouverez ce que je dis d'une autre façon dans le livre. C'est-à-dire, et la pierre est très importante là. Pourquoi? Pas parce que c'est du granit qu'on est en Bretagne, mais parce que c'est un sol pierreux. Il y a ça d'épaisseur, il y a ça de fondation. On arrive tout de suite sur le granit. Et le granit, et ça se voit. Ça se voit sur une image que je vais montrer après. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans cette pierre. De tout à fait... Alors là, on peut dire que c'est très régionaliste. Mais Mies van der Rohe, il a fait des versions en acier, et après, il a fait la version en béton. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas décliner. Et donc, ah ben oui, mais je veux dire par là que le travail de ça, non, mais ce que je suis en train de décrire du point de vue... Le régionalisme à une seule définition par le matériau, c'est trop strict. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais l'essentiel, c'est... Je pense que... Ce que j'étais en train d'essayer de montrer là, le passage, la rotation du plan, ça, c'est essentiel. C'est là que se décide. Maëlle, t'as le micro à côté. Je veux bien. Alors, moi, déjà, je vous remercie parce que le cours qu'on a eu et le travail de votre père, je ne le connaissais pas. Enfin, je l'ai regardé avant de venir quand même, mais je ne le connaissais pas. Peut-être juste, enfin, je ne sais pas si je sais répondre à la question régionaliste aujourd'hui, etc. Je pense que je rejoins assez Julien sur le fait que possiblement elle nous enferme aussi dans cette notion d'enracinement qui nous pose problème aujourd'hui sur certaines choses. Par contre, il y a plein d'autres thèmes qui arrivent aujourd'hui, l'attachement, les questions d'engagement, des localités, etc. Bon. Et après, l'anecdote, c'est que moi, je suis finistérienne, donc j'arrive de Bretagne. Et je ne sais pas, je ne vais absolument pas me confronter à l'histoire dont vous parliez, mais à un moment, il y a une nécessité aussi d'arrachement, en fait. Moi, en tout cas, ces architectures, pas du tout l'œuvre de votre père, mais les architectures un peu néo-vernaculaires, bretonnes, etc., c'était tout ce que finalement je voulais fuir. Donc je cherchais aussi dans une autre école qui n'a pas été Rennes, mais qui a été Nantes. Et donc du coup de sortir aussi de là d'où on vient. Enfin moi je viens d'un milieu hyper populaire en fait, donc c'était aussi parce que j'ai entendu ça aussi dans les paroles diverses aussi, de dire à un moment de se confronter à autre chose, d'autres échelles, un ailleurs, l'envie de voyage, etc. Et par contre ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui à la lueur de voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on bosse. Évidemment que c'est toute une autre relecture en fait. Et ce travail-là, il est extrêmement intéressant de certaine manière de voir à un moment comment. Mais je pense qu'il y a besoin. Ça dépend. C'est des questions de génération, c'est des questions personnelles. En tout cas, moi, je réfute un peu la question aussi de l'étiquette. Je ne sais pas trop, et je suis pas capable de voir ce relecture aujourd'hui du travail que l'on fait à l'agence. En tout cas, pas tout de suite, peut-être dans quelques temps. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant quand on a une œuvre aussi importante, voilà, c'est comment on la rejoue aussi à l'aune de. Enfin, ce que j'entendais dans vos paroles, c'était de dire à un moment donné l'ouverture aussi, le musée du Louvre, voilà, et comment finalement c'est quand même empreint d'un terroir, d'un territoire, d'une culture, mais aussi de l'ailleurs. Et c'était la phrase d'Édouard Glissant que j'ai citée tout à l'heure. Et je pense qu'en fait aujourd'hui, on est tous pris de nos paradoxes, parce qu'en même temps, moi je suis absolument fascinée sur ce qui se passe à Majorque aujourd'hui, Paris-Bavie. Hudson a construit à Majorque, il y a vraiment un terroir, et en Catalogne notamment, plus qu'en Bretagne d'une certaine manière, paradoxalement, mais peut-être que c'est aussi parce que c'est plus facile d'aller magnifier ce qui se passe plus loin de chez nous que ce qui se passe là où on est en train d'œuvrer. Et que, alors tu parlais d'humilité, je ne sais pas si c'est une forme d'humilité, je ne sais pas du tout si en tant qu'architecte on se joue là, mais je pense que là, en tout cas, les personnes que tu as invitées, les agences que l'on constitue, elles sont extrêmement engagées. Et moi, je préfère aujourd'hui plutôt la notion d'engagement, la territoriale. Je pense qu'en effet, on est engagé territorialement. Alors, en Bretagne, en Loire-Atlantique, etc. Une des raisons qui m'ont séduit pour écrire sur cet architecte, c'est que j'ai rapidement relevé qu'il avait fait 80% de sa production autour du golfe du Morbihan. J'ai trouvé ça super.
Je vois pas, et je comprends très bien ce que tu dis sur la nécessité de voyager. J'ai les mêmes origines, mais plus au sud, en Vendée, la même histoire, Paris, l'émancipation, l'air de la ville rend libre, je continuerai à le maintenir. Mais un architecte qui a fait 80% de sa production autour du Golfe-Morbihan est digne d'intérêt. Absolument. Enfin, c'est-à-dire que, attention, pas de méprise. C'est-à-dire Ouais. que quand je dis agir localement, j'y crois pertinemment. C'est-à-dire Ouais. qu'en effet, on est vraiment peut-être aux antipodes d'un nouvel. Enfin, nous, on a été biberonnés à Star Architect. Hein, c'est-à-dire que nos idéaux, et malgré tout, on les renie pas. C'est Rem Koolhaas, c'est Herzog et de Meuron. Et Herzog et de Meuron, en même temps, ont une pratique extrêmement locale. Pas que, mais aussi. Donc, attention, je ne renie pas du tout ça. Par contre, je pense qu'au contraire, c'est extrêmement contemporain d'agir localement. Donc voilà, et l'un ne va pas sur l'autre, et c'est ce qui est démontré ici et que je trouve fort intéressant. Hein. Voilà. Ah oui. Non, mais on est tiraillé et heureusement. Et alors là, pour le coup, la sociologie du goût l'a très bien montré. Autant elle était classificatrice et très empreinte de segments sous Pierre Bourdieu, autant aujourd'hui, on sait très bien qu'un normalien peut regarder des séries de merde à la télé le soir. Et que nous-mêmes, nous savons très bien que nous avons des pratiques et des valeurs qui sont tout à fait contrastées au cours d'une même journée. Ah, ça c'est évident. Mais bon, après ce que tu dis sur l'étiquette, donc l'étiquette c'est le versant péjoratif de la chose, mais on peut aussi parler d'un style. Ça c'est plus noble. Un style c'est quoi? C'est un goût codifié. C'est un goût codifié et il me semble que n'importe quel Pékin moyen qui n'est pas architecte qui a assisté à notre séance a une petite idée de ce que peut être un goût codifié breton. Un style breton. Alors on est passé par toutes ces variantes, néo, empreinte de modernisme, mais bref, on en a une vague idée. Alors le problème ensuite c'est qu'un style c'est à la fois quelque chose de rassurant pour un architecte et en même temps il le vit comme une prison. Et il est sans cesse tiraillé entre ces deux pôles. Donc c'est pour ça que les étiquettes... Et pourtant, tout le monde marche par étiquette. Je suis désolé. Et n'importe quelle histoire d'architecture marche par grand courant stylistique. Mais il est vrai que lorsqu'on demande à un architecte s'il se reconnaît appartenir à tel ou tel courant, auquel pourtant tout l'identifie, 9 fois sur 10, il va le nier. 9 fois sur 10. Parce que c'est pas son rôle. Parce que je veux dire, son rôle, c'est le rôle du critique. Non, il a rien à dire. Son rôle, c'est de construire. Et puis toi, ton rôle de critique, c'est de dire que il dit pas. On en parle avec les étudiants. Tu dis pas ton projet il est radical. Toi, en tant que critique, tu dis c'est un projet qui est radical dans son contexte. Mais... Oui, mais on peut tout de même inclure. Enfin, on peut tout de même peut-être nommer critique. Je pense que la critique va d'une discipline à une autre. On n'est pas obligatoirement critique. Alors Guillouette, Bernard Guillouette. Bernard, je m'appelle Guillouette aussi. Bernard, est-ce qu'il était critique? Daniel, tu l'as connu presque mieux que moi. Je vais raconter une anecdote pour situer le personnage. La dernière fois que nous nous sommes vus, Daniel, Bernard et moi, c'était dans son bureau. Et il était ulcéré parce que le bâtiment des archives de Vannes, départemental à Vannes, qu'il a construit, il y avait une extension qu'on ne lui avait pas confiée. Et qu'il a construit avec un autre architecte, Patrice Vallée. On les avait pas consultés pour faire ce concours. C'est Bruno Godin qui l'a fait, très bien par ailleurs. Et alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il dit, mais enfin, je viens de finir ce bâtiment, il y avait 30 ans au moins, je viens de finir ce bâtiment, et toi tu lui dis en connaisseur, bah, tu vois, tous les 30 ans, on est obligé de rallonger. Ah oui, c'est quoi, d'augmenter, c'est le rythme d'augmentation des silos, d'agrandissement des bâtiments d'archives. Et lui, il dit, mais tu sais, moi j'ai ma solution. Il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est ta solution? Tu fous tout ça au feu, quoi. Et Daniel, qui est quand même... Les archives, c'est un peu son... C'est ta raison de vivre. Et je t'ai senti défaillir, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça illustre quoi, ça? Ça illustre que Bernard, c'est ce que j'ai dit, son complexe... Pardon? Alors évidemment, ces archives sont là. Oui, mais il n'aime pas. Enfin, oui, les archives sont là. Oui, parce qu'il aime bien quand même être en bon rapport avec la directrice de l'époque, etc. Il y avait une sympathie véritable, mais
Mais bon, c'est pas son truc. Ça, c'est un peu ce que tu dis, Julien. C'est-à-dire que mais ça dépend des gens. Moi, je suis pas comme ça. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. C'est pas que j'essaye, c'est que j'ai besoin de comprendre. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Lui, il n'a pas besoin quelque part. C'est-à-dire que il travaillait beaucoup, mais ça dépend. Ça, c'est une question de tempérament. Ça dépend. Ça dépend. Et Tu veux dire par contre, il n'y a pas besoin d'exégèse sur son par son contre, œuvre. je pense quand même que je peux essayer de dire quelque chose sur le régional, de le qualifier par rapport à la région. Et je vais brièvement, voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire que voilà ce que j'avais prévu de vous dire, c'est qu'il est fidèle. Donc je suis toujours dans la biographie, vous voyez, je suis toujours dans le récit. Donc il est fidèle à travers son atavisme religieux à des antériorités profondes. Il est fidèle à son enfance. Merde. Alors oui, il y avait un coup sur la Villa Savoie que je voulais vous montrer, mais bon, sur ce que c'est que le théâtre, hein, mais bon, donc ça n'est pas très régionaliste, vous voyez, mais là aussi, il y a une théâtralisation de la vie, et le jardin, il est interdit à Monsieur Savoie. Hein. Qu'il a peu habité parce qu'elle a été victime de dégâts des eaux. Oui, non, mais avant ça, il enlève... Elle a été reconstruite 2 fois. Oui, mais surtout, on n'a pas accès au jardin. Oui. Ben, c'est quand même fondamental. Moi, j'ai pas entendu ça beaucoup commenter hein, sur la Villa Savoie. Il y avait une petite passerelle à un moment donné qui descendait. Non, on a coupé ça. Et la Villa Savoie, on sait un peu ce que c'est. Bon, ça a quelques conséquences. Et pour moi, il y a, entre le propos de Kéraville, de couper, de créer... il y a une définition de l'espace public. Quoi. C'est un échange bref qu'on a eu avec Hervé hier soir, mais sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on s'est interrogé, et c'est aussi à destination du public qui s'intéresse à ces questions, pourquoi le néo-régionalisme breton, ou le régionalisme... Non, je me mélange dans les catégories. Pourquoi le régionalisme critique breton s'est-il accoquiné à la modernité des villas blanches des années 20 et 30, disons, dans les années 80-90 ? Et ça pose une question. Et c'est une question aussi de génération. Et tu les as bien connus, Daniel, ces architectes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont oublié le granit, ils ont oublié les ardoises, ils ont oublié le toit à double pente. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là ? Est-ce qu'ils n'auraient pas trahi la cause ? Bien, là, on parle, enfin, pour donner des noms, on parle d'abord de quelqu'un qui a enseigné ici très longtemps, Michel Velli, par exemple. Les profs d'Hervé, qu'il a eu à Rennes, justement. De David Crass, de Jean Garvilly, de cette génération qui ont commencé dans le sillage de la génération Guillouette. Hein. Et même, je me souviens de voyages organisés sous l'égide de Bernard pour visiter ses réalisations avec tous ces architectes. Hein. Et ils ont produit d'ailleurs des édifices assez remarquables dans cet esprit-là. Et puis brusquement, ils ont eu l'impression était sans doute vraie, mais elle ne s'est pas vérifiée pour des raisons économiques. Ils ont eu l'impression que ça allait être le socle d'un néo-régionalisme. Et effectivement, les grandes sociétés qui produisaient des maisons individuelles à l'époque étaient en train de changer leur fusil d'épaule parce qu'il fallait renouveler les produits, hein, tout simplement, et coller avec le discours qui était en train de se mettre en place, notamment sous l'égide de Giscard d'Estaing, qui avait donné cette fameuse conférence à l'UNESCO où il avait donné les lignes que devait respecter l'architecture française. Et dès le lendemain, on a vu des sociétés comme Maison Phoenix, qui était en pointe à l'époque, annoncer dans des publicités où il y avait des maisons de rail en photo. C'est quand même assez extraordinaire, hein, annoncer qu'ils allaient passer effectivement à la nouvelle maison régionale. Bon. Et donc à ce moment-là, il y a eu ce rejet très systématique de Michel Velli, de David Crass, et ils sont passés à un néo-modernisme assez radical
qui a été repéré comme étant un régionalisme critique par la presse anglaise. Il y a eu un article dans une revue d'architecture anglaise qui disait en Bretagne, eh bien, le régionalisme critique a ses défenseurs et ses producteurs, entre guillemets, parce que le régionalisme critique tel qu'il était présenté à ce moment-là par Frampton, c'était une architecture de contestation. Et il précisait bien que ça n'avait pas de relation, ou ça pouvait en avoir, mais ce n'était pas du tout une condition d'existence, avec les architectures vernaculaires anciennes. Ah oui, et c'était quand même l'idée chez Frampton, et d'ailleurs il n'en a jamais beaucoup bougé, hein, de prolonger la modernité, de sauver ce qui restait sauvable de la modernité, le régionalisme critique. Oui, mais ça allait un peu plus loin, parce que, bon, tu sais que c'était un grand lecteur d'Heidegger. C'était moderne malgré tout, quoi. Malgré les échecs du modernisme, prolonger le grand récit de la modernité en trouvant des scènes locales où il y a des expériences. Oui, mais enfin, disons que le fondement vient d'Heidegger. D'ailleurs, il a publié un article assez fameux sur l'apport d'Heidegger à la compréhension et à la direction que l'architecture devait prendre. Bon, dans ce qu'il a retenu d'Heidegger, c'est que le spatium in extenso, c'est bon, l'espace considéré comme un terrain uniforme n'ayant pas de personnalité et étant là uniquement pour servir de socle à la production intellectuelle et rationnelle des hommes, eh bien, c'était une aliénation. Et que le seul moyen d'y échapper, c'était d'avoir des bornes, disait-il, c'est-à-dire que ce spatium in extenso soit borné et qu'il permette la concrétion d'activités particulières que des groupes humains produiraient. Donc il y avait vraiment quelque chose qui nourrissait et qui nourrit toujours Frampton, il est toujours de ce monde, je vous le rappelle. Bon, même il doit avoir 95 ans, 96 ans. Mais il n'a jamais rompu vraiment avec la modernité. Et comment tu as vécu, toi, cette histoire? Merci. Ouais. Alors moi j'avais cru comprendre que le revirement, on va dire néo-moderne de ces architectes dans la filière de Guillouette, donc David, Grasse, Michel Velli, était aussi lié au fait qu'il y avait plusieurs concours dans les années 80, notamment dans les Côtes d'Armor, qui avaient été gagnés par des Parisiens sur une étiquette plus moderne, donc type école d'architecture de Paris-Belleville, et que du coup, ils avaient un peu viré leur cutie sur des architectures plus régionales. Il y a des très belles maisons d'ailleurs de Michel Velli qui sont en bois, en pierre, à la Wright ou à la Alto. Et il y a eu un revirement ensuite lié à ces défaites sur des gros concours et un passage à une écriture plus moderne, enfin, néo-moderne dans les années 80-90. Et ce qui fait qu'il y a eu une sorte de perte, alors on en parlait encore hier, mais de ce côté, l'idée bretonne dans une architecture plus contemporaine. Oui, on peut lire aussi l'histoire de l'architecture récente en Bretagne à l'aune de ces composantes, il me semble, oui. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous dans la salle avant que l'on ne se quitte? Des réactions? Ouais. Parce que l'architecture, c'est quand même une production sous contrainte, hein. Pour les autres, avec les sous des autres, c'est quand même pas facile. Je veux bien dire merci pour cette conférence, mais j'ai une question plutôt au niveau des définitions. Est-ce que vous pourriez définir un petit peu la différence entre les termes régionalisme et nationalisme? Daniel? Nationalisme et régionalisme. Ça, c'est un débat que tu connais par cœur. Oui, mais je n'ai pas très bien compris la question, à vrai dire. C'est quoi la différence entre les termes régionalisme et nationalisme? Mais qui serait de différences structurelles remarquées, décrites et analysées par les spécialistes, ou ce serait ce que disent les architectes qui produisent? Tu en as parlé, Daniel, dans ton intervention. Tu as dit que tout ça correspond au printemps des nations. Mais il y a eu, alors, pour rester très très général, hein, et chronologiquement également, c'est vrai qu'il y a eu des nationalismes qui ont utilisé les arts et singulièrement l'architecture pour définir et fixer leurs particularités, estimant qu'effectivement il ne suffisait pas de réclamer sur des bases politiques une autonomie, une indépendance, mais qu'il fallait démontrer qu'elle était légitime. Et la légitimité passait par la démonstration
qu'il y avait depuis la nuit des temps des particularités qui étaient portées par le peuple et des particularités qui étaient toujours fécondes, que la modernité qui déferlait sur l'Europe au XIXe siècle eh bien, n'avait pas vocation à éteindre ces particularités, mais éventuellement à les infléchir, et qu'il était de la mission des artistes et des architectes eh bien, d'assumer l'héritage tout en le faisant fructifier dans un contexte nouveau. Donc là, c'était un nationalisme, parce que c'était le nom qu'ils donnaient d'ailleurs à leur mouvement, hein, c'était la recréation des nationalités, parce que beaucoup de ces peuples avaient été intégrés dans des empires qui ont éclaté, à commencer par l'Autriche, qui couvrait quand même la moitié de l'Europe. Hein, bon, et donc là, il y avait un vrai nationalisme à l'œuvre. Mais le régionalisme, alors quelquefois le régionalisme politiquement a été le marchepied d'un nationalisme, ce qui s'est passé pour certains en Bretagne. Hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, le premier parti qui sera en 1919 s'appelle le Parti régionaliste breton, et il va donner naissance à un parti autonomiste breton en 1927, lequel éclate en 1930 pour donner un parti nationaliste breton et un parti fédéraliste breton. Donc là, on rentre strictement dans le champ politique, mais ça n'a pu... Il y a toujours, chez certains d'entre eux, des considérations architecturales, mais qui ne sont pas connotées par ces nuances qui sont apportées dans la dénomination des partis ou des mouvements. Mais là, tu donnes un cas extrême du nationalisme qui vire au totalitarisme. Mais avant, sous la Troisième République, qui est quand même une Troisième République très nationaliste, ton petit répertoire des styles que tu nous as montré là, dans telle région, vous construisez de telle manière, dans telle autre, vous construisez ainsi. Ça, c'est typiquement nationaliste, ça, hein, quand même. C'est typiquement Troisième République, ça. Oui, mais bon, non, mais je pense à Léandre Vaillat qui publie parce que le totalitarisme, tout ça, sur le régionalisme architectural qui s'appelle Bouquet de France. Et effectivement, il y a sur la couverture une fleur bleue, une fleur blanche et une fleur rouge, hein, bien évidemment, qui font un bouquet. Et là, il reprend une idée, effectivement, qui est fondatrice du nationalisme français, qui date du XIXe siècle et qui est reprise même par des scientifiques, hein, comme Vidal de Lablache, qui consiste à dire... Il y a des différences, mais individuellement, elles n'ont aucun intérêt, ni intellectuel, ni esthétique. Et ce qui est magnifique, c'est le bouquet qu'elles forment quand on les réunit. Et donc, on ne peut pas défaire ce bouquet, sauf à tomber dans une médiocrité absolue et un néant intellectuel et artistique. Alors, ça... Merci. Une autre question, peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Donc, la France des terroirs... Cette idée-là, elle a été reprise. Ouais. Je pense à une photo que tu as montrée tout à l'heure. Tu as montré le village français de l'exposition internationale de 1937. Bon, et l'idée était la même, à savoir que chaque édifice n'avait pas grand intérêt, mais lorsqu'on les réunissait, ça donnait quelque chose d'absolument magnifique et ça démontrait la légitimité de la France. Et on s'aperçoit très bien que le marché et le capitalisme a très bien su récupérer ça, hein, et dans les grandes largeurs. Et même pas besoin d'aller à Disneyland, hein, pour s'en rendre compte. Mais je trouve qu'on n'apprend pas assez ça à l'école d'architecture. Enfin, moi j'ai quand même essayé de répondre à ton sujet. Tu vois, qu'est-ce que ça voulait dire que on soit, cet enfant qui est habillé en breton, qui n'a pas l'air... Enfin là, il a l'air un peu inquiet, mais enfin, ça se passait plutôt bien à l'époque. Se mettre à haïr enfin, quand je dis haïr, se moquer avec mépris, hein, franchement, de la bretonitude, qui soit quand même vu comme... Alors, moi, je pense que... J'ai réfléchi à ça, et tout ce que j'ai essayé de résumer sur sa vie, enfin sur son rapport, sur l'héritage du grand-père, le notable local qui avait un projet dynastique, véritablement, mais qui a échoué, comme tous les projets dynastiques d'ailleurs. Et Bernard, son petit-fils, lui, quelque part, il était plus modeste, mais il a réussi à construire pour des familles. Je pense que la question régionaliste, je pense que lui était un provincial, Bernard. Pour moi, c'est vraiment un provincial. C'est-à-dire que tout le complexe qu'il avait par rapport à la centralité.
C'est-à-dire que c'est un véritable complexe. C'est-à-dire, c'est pas un amour-haine, mais c'est une passion. Oui, mais enfin, il n'est C'est pas une resté passion. à Paris. Je veux dire, s'il avait construit des villas dans le golfe du Morbihan Oui, en mais étant installé il à n'a jamais Paris, été acheter peut-être un qu'il livre, aurait- si ce n'est qu'à Non, mais Paris. ça, je peut-être qu'il en serait rejoins- arrivé à je rejoins admettre qu'il Louis. était un architecte régionaliste, paradoxalement. Ceux qui ont développé cette architecture à laquelle s'est adonné notamment Bernard, ce sont tous des jeunes architectes qui, au même moment, alors qu'encore une fois, une carrière brillante leur était promise à Paris, ont décidé de regagner leur région. C'était le cas de Pierre Lajusse à Bordeaux, de Christian Gimonet, c'était le cas de Vatel, et ça a été le cas de Bernard Guillouette, de Claude Péton. C'était un choix politique aussi, hein, de rentrer chez soi. On peut rappeler que Bernard avait imaginé une émigration aux États-Unis. Ouais. On lui a proposé chez Marcel Breuer un job non payé et il a refusé. Enfin, il a refusé. Il a pas eu. Non, mais il s'est pas lancé, on va dire. De revenir, Il aurait été malheureux chez Breuer. ou de venir à Vannes alors qu'il n'avait pas de réseau à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas des affaires qui l'attendaient. C'est Cobert qui voulait partager l'agence, avoir un successeur. Oui, mais bon. Non, mais bon, moi j'ai cité ce que dit. C'est un choix politique au sens le plus fort du terme que de retourner entre guillemets chez soi. Et ils ne sont pas très nombreux à l'avoir fait, mais ceux qui l'ont fait se sont tous mis sous la même ligne architecturale. C'est assez intéressant à remarquer. Ah oui, ça c'est vrai. Hein, oui. aux quatre coins de la France, hein, parce que ce n'est pas une particularité bretonne. Bon, donc on va laisser un peu de temps à nos collègues libraires si elles peuvent vendre un ou deux livres avant que l'extinction des feux n'ait lieu. Il est 20h42, on m'avait prévu qu'à 20h30 c'était coupé. Je vous remercie de votre attention, de ce portrait donc, de Bernard Guillouette et du régionalisme dont Bernard Guillouette n'était pas l'un des acteurs. Je tiens à dire ceci.